C'est bon, nous sommes en live. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est bon au niveau du son? Comme d'hab, on fait le petit check des balances de son. Dites-nous si tout va bien de votre côté. Si je ne suis pas trop fort, si vous entendez bien Valentin et Thomas. Si vous pouvez parler, messieurs. Non, je lis le chat, quoi. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Ça se fait au feeling. Ok, parfait. Et ouais, on nous parle de la vidéo de Rect. C'est vrai on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais elle est cool, ouais. Ouais, moi j'ai attendu, je l'ai pas encore regardé entièrement, j'ai juste regardé un peu à quoi ça ressemblait et ça a l'air déjà assez dingue, mais ils ont ajouté les sous-titres, je crois. Ah, il y a les sous-titres, ouais. Ils les ont ajoutés, mais ils n'y étaient pas dès le lancement de la vidéo, je crois. Hein. Mais moi il faut que je regarde ça, elle a l'air excellente. Ouais. Ça fait un peu penser à la pub Apple là, de l'époque. Apple contre Windows là, en mode 1984. Ah oui, pour le style. Quelque chose. Ouais. Mais ils ont un style, oui, très un peu qui fait dystopique, tout ça, tu sais. Mais c'est excellent. Le mec qui est derrière ça, il est ultra fort. Est-ce qu'on peut peut-être nous montrer Quelle vidéo? Bah attends, je peux montrer vite fait. On va peut-être pas la lancer. lancer. Sans le son, mais je regarde. Là, j'ai lancé si tu veux voir à quoi ça ressemble. Et je vais mettre le lien dans le chat après. Je sais pas si on voit mon écran. Non, on voit, c'est bon. Sur YouTube. J'avance un peu. Attends, est-ce qu'on peut présenter Rect News très rapidement pour introduire ça? Parce que c'est vrai qu'on commence le stream avec Rect News. Est-ce que Valentin, tu vas un peu introduire Rect, ouais. Rect, c'est un site qui est notamment soutenu par Julien Bouteloup, que vous connaissez sans doute tous, qui est venu 2-3 fois sur la chaîne, qui est à l'initiative de pas mal de protocoles DeFi, StakeDAO, Curve, il travaille chez Curve, et chez Rect News, qui est tout simplement un journal d'investigation dans la DeFi. Et eux, ils font donc de l'analyse très 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 poussée. Très macro, hein, c'est ça? Ouais, et puis très poussée, quoi. Là, nous, on traite l'actu en globalité. Eux, ils vont vraiment très en profondeur dans les sujets mais ils appellent ça de la deep analyse. Ouais, mais c'est très axé que sur les rects, quoi. Ceux qui se font un peu... les protocoles qui se font hacker, des choses comme ça. On entend mal. Ah, bah, je pense que tu es la première personne à dire que tu entends mal, en tout cas. Non, c'est peut-être parce que j'ai lancé la vidéo et du coup, j'ai pas la fibre. Mais la fibre arrive. Mais voilà, je vais mettre le lien dans le chat. Franchement, elle est cool, la vidéo. J'ai la matière après, ouais. Alors, comment allez-vous? Ouais. Est-ce que... Ah, vas-y toi. Non, ouais, on a juste pour un petit programme, on a Cryptomatrix qui arrive à, je sais pas quelle heure, 9h15. Ouais, c'est ça. Voilà, pendant quelques minutes, il vient parler avec nous un peu des cours, on parlera peut-être un peu plus trading. Sinon, comme d'hab, ensuite, on regarde un peu l'actu crypto, et puis on répondra à vos questions si vous en avez. Et ouais, Clément, tu voulais demander comment ça va dans le chat, c'est ça? Ouais, est-ce que votre portefeuille se porte bien? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il a repris un peu des couleurs? Parce que c'était un peu difficile la semaine dernière, on a eu une semaine assez compliquée. Je pense que tout le monde a vécu ça, du moins. Est-ce que ça reprend un peu des couleurs? Ah, on pourrait faire une petite question, ouais. Ah, attends, je suis en train juste de régler les caméras parce qu'on a un petit... ça décale un peu sur le bas. Et on va faire un petit sondage. Tu veux un petit sondage? C'est vrai que la dernière fois qu'on était avec vous, c'était avec Karen Pelloy et que ça commençait bien à dégringoler. Et je crois qu'on a fait le point le plus bas ensemble, d'ailleurs on l'a passé ensemble le 29K. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une deuxième attaque baissière à la suite de la semaine, et que là les alts ont pris bien cher parce qu'elles avaient à peu près tenu quand même jusque-là. Ouais, t'as eu un peu la dominance qui finalement du Bitcoin qui a rebondi sur les 40%. C'est ce qu'on attendait. Enfin, c'est ce que en tout cas beaucoup de monde attendait. Vincent Gann en avait parlé dans l'un de ses articles sur Cryptost, que ce niveau en tout cas des 40% était à surveiller. Et ça s'est passé en gros. Il a rebondi sur les 40% et c'est là que les alts elles ont dégringolé ensuite. Plus que. Il y a toujours le Nightbot qui dit nous sommes avec Karen. Ah, alors effectivement. Si vous voulez aller voir son Twitter en tout cas. Bah écoute, on va pas faire le sondage maintenant, je pense qu'on le fera après parce qu'il y a Matrix qui va arriver dans quelques minutes. Ouais. Donc on va juste. Il y en a qui redemandent la vidéo avec les sous-titres. Normalement, les sous-titres, soit ils sont activés en automatique, soit il y a un petit bouton sur YouTube.
C'est ça. CM, il arrive là d'ici 5 minutes. Sinon, vous faites quoi de beau du coup en ce mardi matin? Vous êtes où? Chez vous? Au boulot? Dans un café? Sur la route? Dans l'open space de Valentin? De Clément? Télétravail. Exactement, Danny Wilde. Ouais. On a encore du boulot pour revenir au fond qu'on avait avant. Au taf. Beaucoup de monde en télétravail. Hein. Des employés modèles, donc. On a toute l'élite du télétravail qui nous regarde. Ah, permis bateau, Alors, c'est cool ça. Ça, c'est ce- bien en ces temps de Gange, de savoir un peu naviguer sur les eaux. Alors, pour ceux qui sont abonnés, vous avez une petite surprise sur les emotes. On a ajouté une série de nouvelles emotes, dont une qui nous reprend un peu le lore, l'histoire de ce stream, on va dire. Et vous pouvez découvrir ça directement. Et on a ajouté aussi un petit Vitalik parce qu'il nous le fallait. Vitalik, par contre, moi, je peux pas le déverrouiller. Je crois qu'il faut être. Ah, il faut être. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas ça, c'est pour les tiers 2. C'est pour les tiers 2 le Vitalik. Vu qu'on avait toujours pas un peu d'emote pour ceux qui avaient le tiers supérieur de sub. Et comment on est tiers 2, Clément? Ah, ça, il faut s'abonner, mais c'est l'autre tiers. Déjà, le tiers 1, c'est très très bien. Mais du coup, c'est quoi? Faut s'abonner et payer plus cher? Ouais, c'est ça en gros. Ah ouais. Tu peux plus le faire avec Prime là. Non, Prime, ça te donne que le niveau 1. Mais en tout cas, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à prendre un petit sub ici, c'est gratuit et vous avez des emotes assez légendaires. Vous avez le Vincent Gann, hein, on ne s'en lasse pas. Ah, on a un prof d'apnée dans le chat. Ça n'a jamais autant servi. Ah, effectivement. Ah, il y a quelqu'un qui arrive pas à s'abonner. Je crois qu'on a un truc, non? Si tu tapes Prime, ça. Non, peut-être pas. Si, normalement, tu as un truc Prime, ouais. Oh, Voilà, oh là là, Clément, il a mis ça. Il a tout paramétré. Ah, bonsoir de Tahiti. Ah, il y a Vitalik qui a expliqué la scalabilité à Elon Musk. Merci Mastapowa pour ton Prime, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Bon, on attend Ouais, un petit si peu. t'es abonné ailleurs, tu peux changer tous les mois, non? C'est ça? Oui, tu peux. C'est un sub gratuit par mois et tu peux t'abonner à la chaîne que tu souhaites. Ouais. C'est ça. Bonjour du Cambodge. Enfin, le monde entier. On a Matrix qui va arriver d'ici quelques minutes. Et donc, on va passer un peu sur une analyse technique du marché. On va voir un petit peu sur les graphiques ce qui se passe, les trucs à surveiller, tout ça. Et ensuite, on fera une review des news avec vous une fois que Matrix nous aura un peu montré le marché, l'état du marché. Et merci à Ladou Ous pour son sub. Merci à toi. Ladaouz. Ah oui, Ladaouz, pardon. Merci à la douce. Et qui dit n'importe quoi. On sent la fatigue sur vos visages, messieurs, suite à cette semaine un peu dure. Pas dormi. Pas dormi, hein. Il y en a qui ont beaucoup perdu aussi. J'ai dormi en levier, du coup, j'ai pas bien dormi. Mais écoutez, monsieur, ne faites pas ça. Rattraper ses pertes. Ne dormez pas en levier. Ne faites Dormi pas en ça. levier sans stop. Oui, mais encore J'aime si le vous avez un risque. stop, ça passe, mais n'est pas trader qui veut. Hein. Toujours la flemme de mettre des stops. Ah, il y a Sam qui arrive, il y en a qui nous font même le décompte. Il y a les pom-pom Non, girls dans le alors, chat. non, CM. l'Anva Gym, c'est pas ça, mais on va pas se lancer en fait dans une news ou regarder une news en détail, discuter avec vous d'une news si on va être coupé après par l'arrivée de Matrix. C'est pour ça que on fait un peu. On va pas dans les actus directement. C'est tous les matins. Non, on fait ça deux fois par semaine, donc une fois le matin à 9h, donc soit le lundi ou le mardi. Généralement le lundi et de 12h30 à 14h le jeudi. Prise de profit ou hold. Alors? Ah bah les profits, enfin ça se prend, ouais. Si t'as pas encore pris de profit, effectivement, ce genre de petit rebond, ça peut être, c'est qui tout double quoi. Soit tu commences à prendre des profits quand il y a un rebond, soit tu t'as encore confiance, mais on sait jamais si ça va pas retourner plus bas quoi. On a CM qui est là. CM. Ah, merci pour le sub-gift, Ladaus. À Nesta. Salut. Merci à toi et salut CM, bienvenue. On a du monde qui Alors la t'attendait. forme? Bah écoute, ouais, la forme. Hein.
quand c'est vert, forcément la forme. Surtout après ce qu'on s'est pris ces 15 derniers jours. On se demandait quand est-ce qu'on allait voir le bout du verre. Ça devenait dramatique. Ah ouais. Bah, on a pris quoi, 2 fois moins 30%, non? Ouais, non, mais Truc hier, du genre, quoi. on en discutait. On a Julien Bouteloup et tout ça qui est passé hier sur le Twitch. Et même lui qui s'occupe des fois de faire des liquidations et tout ça, il disait il a rarement vu ça, quoi. C'est le double, la double dose d'affilée, c'était super violent, quoi. Ah, c'était propre. Ouais, c'était propre pour faire sortir tout le monde en tout cas. Non, mais c'est vrai que là, depuis le début du bull run, on n'avait pas trop eu de panique comme ça. Donc, bon, c'est bien que le marché un peu montre Ouais. comment ça disons, se passe. Ça a aussi le mérite de répondre à la question. Les institutionnels sont rentrés. Cette fois, ça sera différent. On n'aura plus jamais de grosses baisses. Par contre, les instituts, ils hold, par contre. Ouais, oui. Ouais. Après, Michael Saylor, là, il a pas vendu, je pense. D'un point de vue des narratifs, on a tendance toujours à vouloir se rassurer ou vouloir s'appuyer sur des narratifs. Alors que tu observes les marchés financiers, au final, ils se comportent exactement de la même façon depuis des centenaires, quoi. Oui. Voilà. Bon, on essaye toujours de trouver des explications post-événement, quoi. S'il y a un crash, essaye de trouver quelle peut être la raison. Des explications rationnelles surtout, alors qu'au final, autant quand on rentre dans l'extrême euphorie que tout monte et imprime des centaines de pourcents en daily, il n'y a pas plus de rationalité que quand ça baisse comme ça on a effacé, je crois, la moitié du marché en quelques jours. Ah ouais, c'est fou quand même. Ouais, les altes, elles ont pris cher. Hein. Ouais. Centaines de milliards qui sont sortis en quelques jours. Il y avait des belles soldes. Mais je sais pas, ça se sentait un petit peu, tu sais, nous on le disait un petit peu en stream assez souvent, depuis quelques semaines, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Bien sûr, on peut pas le prédire. Même quelques mois, ouais, tu sais jamais quand ça va arriver, mais bon, quand c'est trop vert pendant trop longtemps. Exactement. Et c'est surtout un peu ce qui nous met la puce à l'oreille, tu sais, c'est tous les petits projets là un peu random, genre Shiba Inu, des trucs comme ça qui prennent plusieurs milliards, voire plus de 10 milliards de dollars, ça n'a aucun sens. Et ça c'est, je pense qu'il y a eu une petite purge qui a été nécessaire pour bien repartir. Ouais. Après, c'est les montants qui sont impressionnants maintenant. Passer de 60 000 à 30 000, tu te dis waouh, moins 30 000 d'un coup. Mais à l'époque, si tu passais de 3 000 à 1 500, bon, c'était la même chose, quoi. Tu divises par 2, mais c'est un peu moins impressionnant quand même. Merci Fabos21 pour ton prime. Ouais, juste, je voulais dire un truc, peut-être que Matrix, tu confirmeras ou non, mais je crois avoir vu que c'était la bougie mensuelle la plus impressionnante qu'on ait eue sur Bitcoin, en tout cas dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, au niveau de l'amplitude. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reste encore 5 jours jusqu'à la fin de la semaine. Je sais pas si le mois de mai, on a 30 ou 31 jours, mais ça sera dimanche, la clôture. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, d'un point de vue structurel, le marché est affaibli, mais j'ai la sensation que ça pourrait très vite se transformer, si jamais ça a été un peu orchestré, comme on a pu le sous-entendre, entre guillemets, puisque on a quand même eu un news flow extrêmement, on va dire... en très peu de temps, le maximum de news flow négatif qu'ils auraient pu sortir condensé, quoi. Et si jamais on réintègre l'ancien range qu'on a cassé autour de 42-46 000, eh bien, au final, ce qui s'est passé là, c'est juste une simple déviation. On n'est plus dans le chart de distribution que tout le monde a mis en avant sur les réseaux sociaux de Wyckoff. Donc là, on a peut-être justement cet espoir, cette porte pour prouver que ça n'était pas ce qu'on pensait au final jusqu'à la fin de cette semaine. Et je suis vraiment curieux de voir justement comment on va se clôturer cette semaine du coup. Mais sachant que on ne peut pas le nier, on s'est quand même pris une sacrée claque et on est allé sur des niveaux que théoriquement en bull run, on n'est pas censé revisiter. Donc des niveaux bas alors. Ouais, la mèche à 30 000. Bon, après,
là aussi, comme on en a discuté plusieurs fois, le souci, c'est qu'on a la sensation que quand il y a des liquidations en cascade, certes, le mouvement peut avoir été déclenché en amont, c'est-à-dire téléguidé par des entités qui veulent l'amener de tel prix à tel prix pour racheter ou pour sortir, comme tu disais, les particuliers quand on fait de l'hyperspéculation. Ça, c'est un fait. Je pense que d'ailleurs, les particuliers là sont pas prêts de revenir jouer au casino sur tous les petits shitcoins à la mode. Mais dans tous les cas, ce qui derrière en ressort, c'est que au moment où ça fait l'effet domino, liquidation et le prix qui tombe, on a la sensation que ça a refait un peu comme en mars 2020 quand BitMEX avait dû couper ses serveurs et que c'est incontrôlé. Une fois qu'ils ont lancé le truc, ils se disent oulala, comment on va bien pouvoir le faire s'arrêter, parce que c'est un peu le truc qui tombe en mode escalier et derrière on ne sait pas exactement où est-ce que ça va s'arrêter. Donc là, les 30 000, je pense que ça a été l'abus le plus total de revoir 30 000 sur ce bull run, si toutefois nous sommes toujours en bull run. Et c'est ce qui fait que si y a des personnes qui croient dans le marché crypto et qu'on n'est pas rentré en marché baissier, eh bien, le rattrapage à 30 000 ou le rattrapage à 1 700 $ sur Ethereum, voilà, c'est un risque à prendre, mais qui peut s'avérer extrêmement payant dans les prochains mois. Après, c'est une gestion du risque à faire et c'est un risque à prendre comme n'importe quel investissement. Et on nous dit, est-ce que tu penses que le bull run, il peut s'arrêter là pendant 6 mois, être un peu en pause et reprendre à la fin de l'année? Je crois que c'est Slashcoin qui en a parlé, d'autres personnes. Ishimoku, je crois que ça présente ce genre d'analyse aussi. Ouais, c'est une possibilité en fait d'avoir un cycle qui pour l'instant coïncidait très bien à 2017, sauf qu'en 2017 on n'a jamais perdu le MA21 en hebdo, là on l'a perdu et pas qu'un peu puisqu'elle se trouve à ce jour, que je ne dise pas de bêtises, à 44 800, donc on va arrondir à 45 000, donc là on est à 39. Ce qui fait que pour invalider tout ce BINT, il faudrait à la fin de la semaine être à 45 000, ce qui en soi n'est pas irréalisable puisqu'on est à 39 000, on est pas loin, là. Ça nous fait 6 000 $ à reprendre. Un tweet d'Elon Musk et on repart. Ouais, tu vois un peu la dimension dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et le truc, c'est que si on repart en mode 2013, eh bien, on ne sait pas non plus combien ça peut durer. Si c'est 1 mois de correction rapido presto, si c'est 3 mois, 6 mois, et qu'on repart que en 2022, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lu, qu'on serait plus dans une situation similaire à 2013 plutôt qu'à 2017. 2013, après, le truc, c'est que j'en ai discuté avec une personne que je considère un peu comme un mentor et qui est le phare dans la nuit des fois, et bien qu'il ne me donne pas des indications directes, c'est toujours très philosophique et c'est, je pense, fait aussi pour m'aider à moi-même me développer et essayer de ne pas réfléchir binairement. Mais en gros, ce qui se passe actuellement, de ce qu'il m'en a dit, et c'est quelqu'un qui est là depuis quasiment le début, c'est qu'il ne faut pas forcément comparer et prendre pour argent comptant ce qui s'est passé dans le passé. Chaque cycle étant complètement différent et on peut très bien avoir un mix 2013-2017, un truc qui se passera complètement différemment sur ce cycle en particulier. Et voilà. Donc en gros, faut observer le passé parce qu'on a des récurrences et des trucs sur lesquels on peut forcément s'appuyer, mais pas se dire ce qui s'est passé hier se passera aujourd'hui, mis à part le fait, comme je disais tout à l'heure, que l'extrême euphorie déclenchera toujours des prises de profit massives et des grosses pertes, et l'extrême peur déclenchera les achats de la smart money. Et ces deux antagonistes de la peur et de l'extrême euphorie, ça, c'est inhérent à l'intégralité des marchés financiers et ça fonctionne exactement pareil. Et c'est la psychologie humaine derrière. Donc, il y a très peu de chances qu'un jour, ça continue d'acheter dans l'extrême euphorie et que, à contrario, ça continue de vendre dans l'extrême peur. Ce qui n'est pas toujours vrai puisque, effectivement, c'est aussi des phénomènes qui s'auto-entretiennent. Quand tout le monde a très peur, ça peut encore continuer de baisser dû à ça. Et quand tout le monde est extrêmement euphorique, ça peut continuer de monter dû à ça aussi. Mais entre les deux, il y a nous qui sommes censés prendre le gros du mouvement sans nous mettre en danger entre les deux extrémités de l'extrême peur ou de l'extrême euphorie. Je vois ça plutôt comme ça pour essayer de grandir sur le marché et de développer positivement un portefeuille.
Après, on nous dit souvent aussi, oui, mais cette fois, c'est différent. Il y a vraiment le grand public qui s'y intéresse, machin. Mais bon, ceux qui y sont depuis longtemps le disent, c'était déjà le cas en 2013. En 2013, tu as tous les médias qui s'y intéressaient. Tu avais déjà plein de fonds et tout qui achetaient du Bitcoin. 2017, pareil. On avait l'impression que c'était devenu hyper mainstream. Et aujourd'hui, bah pareil, on a de nouveau cette impression. Mais voilà, est-ce qu'au final, il y a une plus grande adoption qu'avant Quand même, Bon, probablement, mais quand tu vois c'est souvent le cas. les trucs sur TikTok, tu te dis que oui, ça va un peu trop loin des fois. Ouais, bah là, il n'y a pas TikTok à l'époque. on est sur un cycle au niveau de l'adoption qui est clairement de type 2017 bis et au-delà. Donc chaque année qui passera, même quand on sera en marché baissier, le marché crypto va continuer d'avancer positivement. Et par contre, le truc, pareil, sur lequel on s'était appuyé direct en mode c'est sûr, c'est certain, c'était le fameux même narratif, les institutionnels sont là, on va aller péter 5 000, 10 000 milliards et ça baissera plus jamais. Or là, je pense que d'un point de vue technologique, on fait des bons à chaque fois qui sont des bons en année-lumière sur le marché crypto, d'année en année, de cycle en cycle et de halving en halving tous les 4 ans. Mais sur ce cycle en particulier, je pense qu'on n'est toujours pas prêt pour l'adoption totale et l'adoption mainstream, c'est-à-dire pour des milliards d'individus. On le voit au niveau de l'utilisation des blockchains, que ça soit Bitcoin, Ethereum ou... Après, il y a aussi les personnes qui vont dire immédiatement quand on parle de ça, oui, mais il y a Elrond Gold qui peut faire X transactions, il y a Avalanche qui peut faire X transactions, il y a machin, il y a Atom, nanana, il y a les Layer 2. Je suis tout à fait d'accord, mais le souci à ce jour, c'est que 90% de l'écosystème développe et utilise Ethereum. Donc, il faut améliorer Ethereum, il faut lui greffer tout ce qu'il faudra lui greffer et le faire devenir le Amazon, Google, Apple de demain du marché crypto. Mais c'est pas pour autant que ça va se faire en claquant des doigts. Et le truc qu'on prenait aussi un peu trop par anticipation, c'est que ce cycle serait le cycle absolu de plateau, le cycle, voilà, la panacée, on va chercher le market cap du gold à 10 000 milliards. Peut-être que ça finira par se faire, mais probablement pas dans les 2, 3, 6 prochains mois. Après, bon, des fois, il y a des miracles, hein, on ne sait jamais. Mais je pense que ça risque de prendre encore quelques années pour vraiment arriver au cycle de maturité qui sera doublement induit par effectivement un marché qui, une fois qu'il fera 5 000, 8 000, 10 000 milliards ou peut-être un jour plus, ne se prendra plus des drawdowns de moins 50% et rassurera encore plus les investisseurs. Là, on finira d'ouvrir totalement les vannes, tout simplement. Voilà, du point de vue des scénarios possibles, sinon, soit on repart à la hausse, soit on latéralise, soit du coup on va chercher des plus bas ou on retourne vers les 30K et là ça pourrait être un peu compliqué. Bah, le SP500, je l'ai là sous les yeux en hebdomadaire. Pour l'instant, il cherche à faire des points hauts de plus en plus haut. On a eu 2 petits rappels à l'ordre ici autour de 4062 points, si je dis pas de bêtises. Il y a le MA21 qui est autour de 4000, donc ça serait une zone plutôt intéressante pour le SP500. Mais là aussi, les marchés, c'est clair que ça fait pas mal de temps, voire depuis mars 2020, qu'ils n'ont fait que monter. Et c'est ce que je disais quelques jours en arrière aussi pour le marché crypto. Mis à part les petits accidents de parcours, et pour l'instant, je crois que le max qu'on s'était pris, c'était moins 28, non, pendant ce bull run sur le Bitcoin. Donc, on n'avait pas eu de gros accidents réels de parcours jusqu'ici. Après, vis-à-vis du marché, on va dire du marché traditionnel, les actions, c'est un peu qui tout double. On est toujours de toute façon dans une trend qui a tendance à vouloir se tirer vers le haut malgré les cracks sur plusieurs dizaines d'années. Mais après, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé depuis justement mars 2020, il y a pas mal de retour de flamme qui peut se faire de petites et moyennes entreprises qui vont faire faillite à retardement, etc. Donc ça, on peut essayer de l'anticiper ou de penser que oui ou non, ça va cracher. Le truc, c'est que exactement comme on l'a vu là sur le marché crypto cette dernière semaine, on ne peut jamais savoir avec exactitude ni quand ça va arriver et ni dans quelle amplitude, justement. Donc, chercher à trop anticiper un top de marché ou un retracement et tout ça, c'est aussi s'exposer potentiellement à ne pas être au bon endroit au bon moment. Donc, faut pas non plus trop l'anticiper, je pense. Et parlant de ça, est-ce que toi tu veux toucher un peu un mot sur ce qui se passe avec Elon Musk ou
que Elon Musk, hein, pour le coup, et que son pouvoir en fait est vraiment trop important, et que finalement il décrédibilise peut-être un petit peu les cryptos aux yeux de certains. En tout cas, il peut annuler en tout cas certaines analyses techniques ou choses comme ça. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses un peu de l'influence qu'il peut avoir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies? Comme le disait hier, je sais plus si c'était Marc ou Julien, c'est un influenceur au final. C'est certes un investisseur, mais c'est aussi un influenceur. Et le truc, c'est que c'est pas lui qui fait le marché crypto. C'est pas lui qui a été à la genèse jusqu'à preuve du contraire du Bitcoin. C'est pas lui qui, depuis plus de 10 ans, a fait les cycles, que ça soit haussier ou baissier. Donc là, à court terme, c'est un catalyseur. Donc c'est une personne qui, quand il va donner son avis, va forcément induire une petite réaction de prix positive ou négative. Mais je pense pas que ça soit un si grand impact que ça. C'est juste que le souci, actuellement, on se pose la question, et légitimement, de s'il n'y a pas de la manipulation de prix derrière, sachant que le marché crypto n'est pas régulé. Et quand on voit ce qu'il a déjà fait par le passé avec Tesla, il a toujours bien aimé jouer un peu avec le feu et jouer avec les investisseurs. Je me dis que pour le Bitcoin en particulier, la musique, c'est un peu la même musique, tu vois. Après, le truc qui nous échappe encore et qui peut-être nous apparaîtra comme une évidence plus tard, c'est si cette manipulation avait un but. Et le but pour lui, je pense aussi, c'est que derrière, c'est faire du cash pour ces entreprises. Tesla, ça n'a jamais été vraiment le but ultime, je pense, pour cette personne, pour Elon Musk. C'est SpaceX derrière. C'est la colonisation de l'espace. C'est voir à 10 ans, 30 ans, 50 ans, amener vraiment, comme dans Blade Runner, les colonies de l'espace avec des humains, pourquoi pas, qui iront, je sais pas, à des années-lumière ou habiter sur Mars ou que sais-je. Donc, en gros, il a besoin de dizaines, de centaines de milliards pour mener à bien, si c'est pas des milliers, de tels projets. Donc, toutes les hypothèses sont permis, tu vois. Je me dis que peut-être qu'il est là aussi, que quelque part les crypto-monnaies lui importent, mais qu'il s'en sert aussi de levier pour des intérêts personnels. Et voilà, c'est... Bon, après, c'est un troll, hein. Enfin, il est tout le temps en train de troll. Et moi, je pense que ça aura quand même de moins en moins d'impact. Là, on le voit. Il a sorti une news assez positive. Au final, Bitcoin a réagi, mais un peu. Quand même. Ouais, mais je pense qu'il y aura de moins en moins d'impact. Mais c'est vrai qu'on peut aussi comparer ça un peu, je trouve, moi, à McAfee en 2017, qui faisait la pluie et le beau temps sur toutes les altes. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, après... Et qui a fini en prison. Après, McAfee, c'est différent. Lui, il prenait vraiment des sommes exorbitantes pour juste... Ouais, mais Elon Musk, on sait pas ce qu'il fait. C'est vrai. On ne sait pas, c'est un peu shadow, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Merci Val to the Moon pour ton sub. Le secondaire de Valentin. Avec Elon Musk, c'est que récemment, il y a eu ce truc, et effectivement, aux États-Unis, avec les crédits pour les énergies renouvelables. Et du coup, il s'est retrouvé, je pense, un peu coincé entre l'étau d'un côté où il était parti to the moon sur les cryptos, et qu'on est venu lui rappeler que le Bitcoin, ça consommait de l'énergie. Alors en plus, ça a remis sur la table de nouveau des trucs qui n'étaient pas spécialement vrais, un peu comme quand notre ministre nous dit que c'est totalement pour les trucs illégaux, enfin tu vois le bail quoi. Donc au final, le sentiment mainstream passe du très euphorique ou au très bearish en très peu de temps, et après eux derrière, ils n'ont plus qu'à mettre le petit 1000 bitcoins à la vente au marché, et ils savent exactement ce qu'il faut quand il faut pour déclencher toute la cascade, toute la pile, et voilà, hein, ça fait exactement ce qu'on a eu récemment. Et après, c'est des phases de marché qui sont aussi salutaires, puisque ça permet de faire sortir ceux qui étaient là sans conviction, justement. Et c'est un truc que de plus en plus on met en avant sur la chaîne. C'est si tu investis dans quelque chose en te disant ouais, du jour au lendemain je vais faire un petit x2, eh bien ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il faut avoir des convictions, investir sur des dossiers solides, et au long terme, en règle générale, c'est ça qui paie. Et moi, j'ai un petit souvenir là de 2017-2018. C'était à chaque fois qu'on avait un énorme crash comme ça, les altes, elles prenaient vraiment cher, comme on l'a vu les derniers jours. Mais quand ça repartait, on avait le Bitcoin donc qui repartait. Par exemple, là, il remonterait à 60, 65. Et pourtant, les altes resteraient vraiment dans le rouge à moins 40%, moins 50% par rapport à leur ATH. Et ça, c'est ce qu'on voyait, je trouve, assez régulièrement à l'époque. Le Bitcoin reprend des couleurs, mais pas forcément les altes. Est-ce que tu penses que c'est encore possible
Ben là, le truc dont il faudra se méfier à court terme, c'est qu'on avait une Bitcoin dominance à 40%. Elle n'a fait que baisser tout au long de ce bull run. Et le truc qui me fait dire que le cycle n'est pas terminé, normalement, c'est que le Bitcoin n'a pas fait son bull run. Le Bitcoin, il a fait 20 000 à 60 000. Mais les 40 à 60, déjà, ça a été juste sur la spéculation, l'idée que Elon Musk était rentré et que donc les milliardaires rentraient. Là, on efface l'intégralité de tout ce run Elon Musk. On revient à 30-40 000, l'ancien range. Et désormais, si on a une croissance organique derrière, effectivement, on peut se dire que Bitcoin va faire enfin son bull run avec une phase d'excitation, de mania, de climax à la fin qui nous amènerait autour de la zone psychologique des 100 000 $ que beaucoup visent depuis le départ. Il y a aussi également un autre scénario, on rentre en marché baissier et tous ceux qui attendaient El Famoso 100 000 pourront attendre longtemps, probablement encore le prochain cycle. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Comme quand on disait Ethereum 5000, Ethereum 10 000, eh bien, si ça s'arrête à 4400, ça s'arrête à 4400. Là, on était quand même sur un support de la dominance. J'ai le graphe sous les yeux. Je ne sais pas si tu le montres, Clément, mais à 40%, c'était quand même un bon support qui avait été tapé mi-2018. Yes, et on est remonté à pas loin de 48, 47, 48. Ouais. Donc, il y a des zones à 50 et à 60 par la suite. Et ça qui est intéressant actuellement, c'est de voir si le Bitcoin va reprendre sa place et quels sont les intérêts justement des gros portefeuilles derrière, puisque malgré tout, on continue de voir des portefeuilles qui accumulent des BTC, pendant que les derniers entrants, voire certaines whales long terme, en dépensent un peu, mais c'est assez léger, quoi. On n'a pas des gros dumps pour autant. Il y a eu aussi l'histoire du mining en Chine avec apparemment la saison des pluies. Ça a l'air d'être un peu de nouveau l'enfer là-bas. Et le China Ban, mais ça c'est 3 fois par an le China Ban, donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça a un réel impact au final. Si ce n'est que si un jour ça s'avère vrai vis-à-vis du mining, ça permettra de redispatcher les cartes du mining international et d'être moins centralisé en Chine et en Asie justement. Ce qui finalement est win-win pour tout le monde. Mais j'ai lu qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a quand même des boîtes de mining qui cherchent à partir en fait au cas où il y a vraiment quelque chose qui arrive en Chine, qui cherche à délocaliser. Donc il va peut-être y avoir une délocalisation. Après, c'est sur le très long terme, vraiment. C'est sur des 5-10 ans, voire plus. Mais peut-être plus de décentralisation et au moins que le marché soit moins impacté dans le futur par des potentielles actions de la Chine, en tout cas. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, aussi, il y a pour ceux qui parlent un peu de tout ce qui est un peu écologie, il y a beaucoup de solutions qui se développent là aux États-Unis. Et il y a Musk qui en a parlé hier, justement. Qui était avec Michael Saylor et qui a parlé à des grands groupes du mining pour essayer de faire du mining plus écologique. Et ça aussi, c'est une bonne évolution finalement, même s'il l'a un peu descendu il y a quelques semaines. Moi, je pense qu'il y a un espèce de 4D chess qui se joue actuellement. C'est le grand échiquier là. Et ça se joue aussi, pas qu'au travers de Elon Musk, mais au travers de Ark Invest avec Cathie Wood, qui a été une des primo-investors quand tout le monde n'en voulait pas et quand tout le monde disait que Tesla, ça ne monterait jamais chez Tesla, justement. Et cette personne, récemment, a fait une sortie publique. Premièrement, avant que Elon Musk parle d'énergie, elle a parlé d'un truc, je ne sais pas si c'était lui d'ailleurs ou elle en premier qui en avait parlé, mais franchement, le jour où les points vont se relier, je pense qu'on va tous halluciner. Et il parlait justement de trucs énergétiques comme ça, de panneaux qui pourraient servir à des utilisations sous-entendues, un peu comme le mining de Bitcoin et tout ça, mais sans le nommer. Et en fait, quelques jours après, Elon Musk fait son tweet sur l'énergie, le Bitcoin, c'est pas très bien l'énergie. On a le dump, ça permet à des riches portefeuilles de racheter du Bitcoin à petit prix. Et ensuite, on a Cathie Wood qui dit on continue d'investir dans Tesla, premièrement, même si Tesla se casse la gueule. On continue de croire dans les crypto-monnaies et je crois qu'elle a annoncé publiquement en disant à un horizon de 3-5 ans, on pense que le Bitcoin sera à 500 000 $. Et derrière, la boucle est en train de se boucler puisque tu as Elon Musk qui revient
comme un prince sur son cheval blanc, en disant finalement on a discuté du mining, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose pro-mining, comme il a dit sur Twitter. Donc inutile de te dire que les mecs là, ils sont en train de nous préparer un truc. Oui. À mon avis, on n'est pas prêt derrière. Et c'est ce qui fait que c'est frustrant aussi pour nous, parce qu'on n'aura jamais cette image de fond de ce que eux sont en train de mijoter de leur côté, et tu ne peux que supposer et essayer de faire un peu le petit poussé en suivant les cailloux qu'ils veulent bien te donner, quoi. Est-ce que tu penses que ça tend à disparaître, ou du moins à avoir un effet réduit avec la régulation qui pourrait arriver d'ici quelques années? Si on a du coup les crypto-monnaies qui sont plus encadrées aux États-Unis, on aurait plus de transparence sur ce genre de choses? Bah, disons qu'ils pourront plus faire des tweets comme ça ou des petites annonces à l'emporte-pièce comme ça leur plaira. Mais après, bon, enfin, j'ai l'impression quand même aux États-Unis, mis à part s'ils dépassent vraiment la ligne rouge, ils arrivent quand même à pas trop mal s'exprimer. Elon Musk, après, il s'est toujours exprimé ainsi. Donc, ouais. Je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. Ouais. Ce qui fait que la régulation, en tant que telle, peut-être ça permettra aussi d'avoir moins de ce qu'on appelle le délit d'initié, c'est-à-dire des gens qui savent avant que ça arrive et qui en profitent à tous les étages. Mais même sur un marché régulier, genre les actions et tout ça, les milliardaires savent toujours à l'avance et prennent toujours des positions. Ils sont toujours positionnés en amont. Il faut pas se leurrer. Donc, au final, c'est pas l'argent. Le truc à retenir, c'est pas l'argent, le pouvoir. Loin de là, c'est l'information. À partir du moment où vous avez l'information, vous êtes absolument le plus puissant du game, tout simplement. Exactement. Ça marche. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Valentin ou Thomas. Et un peu voir. Valentin, avec Matrix. J'ai écouté attentivement, mais c'est vrai, CM, pour finir là-dessus, tu as partagé aussi une vidéo là, il y a quelques jours de. Je sais plus le youtubeur comment il s'appelle, qui montre qu'en fait que la tendance long terme de Bitcoin n'est pas du tout menacée et qu'elle reste tout comme les actions dans des grilles très particulières, et qu'en fait Musk et tout le reste ça pourrait être pas grand chose en fait dans l'histoire. Ouais, tout à fait. Et après, voilà, c'est aussi, je pense, quand on parle de conviction, il faut que les débutants, et quand je dis débutants, c'est peut-être un mot qui est un peu chelou, mais les nouveaux entrants sur le marché prennent le temps de comprendre aussi que, au-delà de la spéculation sur les cryptos, on est en train aussi de se réapproprier la monnaie et on est notre propre banque. Et en fait, c'est un état de fait qu'il faut aussi percevoir en tant que tel. Si vous êtes utilisateur aujourd'hui de crypto, que vous avez du Bitcoin, de l'Ether, vous êtes votre propre banque et vous êtes libre. Vous avez de compte à rendre à personne. Bon, c'est pas toujours vrai parce qu'on a de plus en plus d'échangeurs centralisés qui commencent à demander des comptes sur la provenance de fonds et tout ça, mais ça sera la même le jour où vous voudrez cash out sur votre banque fiat. Mais en tout cas, il faut aussi avoir cette dimension pour une personne qui vient spéculer sur le marché crypto, que derrière, potentiellement, c'est aussi un espace où on vient se libérer, il y a une certaine liberté, et c'est ça aussi qui fait la vision qui avait amené Satoshi Nakamoto il y a plus de 10 ans à créer... C'est très politique. Très politique le Bitcoin et les cryptos. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas que dans la finance. C'est effectivement la finance, redevenir sa propre banque, par exemple, et se passer des intermédiaires, regagner se passer des tiers de confiance, tout ça. Mais c'est pareil, après, ça sera la même chose. C'est un peu la vidéo de Julien Bouteloup, la Rect. C'est la même chose ensuite dans la politique, dans les droits de vote, dans plein de choses, où on aura de nouveau dans les médias, où on aura de nouveau une transparence, une plus grande confiance, une décentralisation. Et c'est ce qui est beaucoup reproché aujourd'hui avec toutes les manifestations qu'on a et tout. Il y a beaucoup de choses qui ressortent toujours. C'est ces médias qui manipulent l'information, par exemple, ou les banques et compagnies qui ont tout l'argent, qui gèrent tout, on n'a aucune idée de ce qu'ils font. Et donc c'est ça un peu les cryptos, c'est changer un peu le monde actuel. Et c'est ce qui ressort beaucoup de la vidéo de Rect justement, qu'on a partagé au début. Ça. Ouais, c'est bien foutu et ça montre que on a un monde financier qui est en changement. En fait, ça sera arrivé de toute façon avec ou sans les crypto-monnaies, mais les cryptos sont l'outil qui probablement va vraiment aider à transfigurer le monde financier tel qu'on le connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc après, les banques forcément freinent des cas de fer pour pas que ça se passe,
mais je pense qu'ils sont déjà en train de comprendre que plus ça va devenir grand, plus tout le monde va comprendre la supercherie du livret A et de tout ce qui a été depuis des années et des années, notamment vis-à-vis de l'inflation. Le souci, et là je vais parler pour nous en tant que Français, c'est qu'à ce jour, on est extrêmement mal éduqués en finance. Tu prends un cursus scolaire basique jusqu'en terminale, on va pas t'apprendre la finance, on va pas t'apprendre la monnaie, on va pas t'apprendre les échanges, mis à part peut-être pour ceux qui font économique et social, mais le français de base est extrêmement mal éduqué financièrement. Et déjà, moi, je dis ça en connaissance de cause parce que je l'ai été. Ça n'est qu'à l'âge adulte et ces dernières années, en m'intéressant au marché financier, que j'ai commencé à lire plein de bouquins et que je me suis dit, en gros, toute ta vie, tu as cru savoir des choses, mais tu ne savais rien. Et derrière, ça permet vraiment de se construire et de vérifier qu'il y a beaucoup de faux semblants et un peu comme dans le livre Factfulness qu'on met souvent en avant. Voilà, on pense que tout est blanc, tout est noir, qu'on est bien assis sur nos convictions, qu'on sait plein de choses, que le monde va mal et que tout ira plus mal demain, alors qu'au final, à la fin, tu ne sais rien. Et si tu n'expérimentes pas les choses par toi-même, si tu ne vas pas voir par toi-même, eh bien, voilà, tu ne fais que penser. Et malheureusement, c'est parfois des pensées qui ne sont pas tout à fait réalistes. Et voilà. Ça marche. Quel bouquin tu nous conseilles, Sam? Et puis on s'arrêtera peut-être là-dessus, on te libérera pour ta vidéo du jour. Bah, je lis une question du chat, hein, c'est pas moi qui demande. Ouais. Un ou deux attends, bouquins. je vais aller choper les 3 derniers que j'ai achetés qui sont sur mon bureau, comme ça je vais vous dire en live et ça sera pas forcément mes préférés puisque je les ai pas encore lus. Clément, d'ailleurs, t'as lu les bouquins qu'on t'a envoyés? Je commence, tout doucement. Alors, il y en a deux qui ont affaire plus ou moins avec le domaine et un pas du tout. Donc, celui qui a rien à voir, c'est KGB, DGSE, 2 espions face à face, Sergei Girnov. J'ai acheté également Apocalypse cognitive de Gérald Bronner. Et le petit dernier, L'homme le plus riche de Babylone, de George Samuel Clayson, aux nouvelles éditions, blablabla. Sachant que celui-là, L'homme le plus riche de Babylone, est un livre assez court et écrit vraiment d'une très belle façon. J'ai commencé, donc je pense que c'est lui que je vais lire en premier. Mais voilà, si je pouvais vous conseiller mes 3 derniers livres, c'était ces 3-là, quoi. Ça marche, bah merci CM. N'hésitez pas à nous dire vos livres préférés dans le chat. Merci Sam, on te retrouve du coup tout à l'heure pour ta vidéo du jour sur ta chaîne YouTube, Hunter the Cryptomatrix il me semble. Yes, le nom exact c'est ça. Hein. C'est ça, et normalement je reçois mon trophée aujourd'hui, demain, nice. 100 000. Ah, va falloir l'afficher en live. Hein. Ah bah ouais, hein. Avec peut-être le face reveal qui va bien. L'alpha leak. Je pense pas. Ça tease. Ça m'étonnerait. Te connaissant. Le mystère restaurant entier. Bon bah merci en tout cas et merci félicitations Matrix. pour tes 100K. Yes, merci je vois à dans tous. Le chat. Bonne journée. Allez, à bientôt Sam. Salut Sam. Salut. Du coup Valentin, tu nous disais, je crois qu'il y a Julien Bouteloup qui passe après. Et je suis en train de voir avec lui parce que effectivement on a discuté hier soir et tard dans la nuit, donc il pensait que c'était il était sur les heures physiques, donc enfin les heures 24 heures, donc pour lui demain matin c'était pas ce matin, c'était demain matin, donc on est en train de voir, mais il va potentiellement passer, ouais. Ok. Nous dit s'il vous plaît écrivez-nous les bouquins de CM dans le chat, j'ai oublié, il y avait quoi? Il y avait L'homme le plus riche de Babylone, un truc avec le KGB. KGB, DGSE et le deuxième, je sais plus. Demandez-lui sur Twitter. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en souviendra. J'ai juste vu une question. Apocalypse, oui, un truc Apocalypse cognitive, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une question technique pour Clément qui va pouvoir. Ils sont là, ils écoutent. Attention. C'est quoi C'est quoi? C'est pas ça que tu voulais répondre? Non. Je t'ai vu. Non, c'était autre chose. Qui demande quel est le setup à l'arrière de ce magnifique live. Comment ça? Où est-ce que tu as vu la question? Setup? Le setup, c'est compliqué. C'est du Zoom mêlé avec du Discord et OBS avec des dizaines de scènes. Valentin, est-ce que ça te parle Alchemix? J'ai vu passer plusieurs fois Protocole DeFi. Allez, sans liquidation. Oulala, dis-nous tout, Valentin. Alchemix, on en a parlé quelques fois. C'est un protocole effectivement qui n'a pas de liquidation parce qu'il y a uniquement du stablecoin. Mais l'idée étant de, si on parle bien de la même chose, que je l'ai pas vu écrit, mais si c'est bien ce Alchemix là, c'est tu fais un prêt,
tu sais, on en avait parlé, tu apportes des stablecoins pour t'auto-faire un prêt et ces stablecoins sont placés par le protocole qui te rembourse ton prêt en quelques années. Donc effectivement, c'est un projet assez cool qui n'a pas eu de liquidation de fait. Mais la liquidation, et en fait c'était la thématique un peu du live de CM hier qui n'était pas prévu parce que je crois pas que Julien était annoncé là-bas. Mais c'est pour ça que j'avais voulu qu'il passe aujourd'hui, nous expliquer un peu la robustesse, alors nous dire quelques mots sur la vidéo forcément qu'il a faite, et puis sur la robustesse de la DeFi, parce que Julien Bouteloup il est aussi liquidateur, et c'est grâce à lui, en partie à ces liquidateurs que le marché a tenu malgré un drawdown de 60%. Et ça aurait pu très mal finir s'il n'y avait pas eu de liquidateur capable de racheter les positions des gens sous-collatéralisés. Et ça aurait été ciao la DeFi. Donc super intéressant, et il est en train de voir pour potentiellement se libérer et nous rejoindre d'ici la fin du live. Je profite juste pour remercier tous les primes qu'on a eu pendant l'intervention de Matrix. J'en les ai un peu zappés. Du coup, je vais les envoyer à la chaîne. Donc merci Geoffrey pour le sub gift, Fabos21, Sayan, Shafiabel, Ced AGS, Val to the Moon, Amaury Capital et Cryptosphère. Merci à vous pour. Et je crois qu'on a la meilleure phrase de la journée là. Prime. Ouais. Bouteloup de Wall Street. Oh, il pourra se rename comme ça. Alors j'ai vu une question. Cardano ou ETH 2.0 ETH 2.0 de très très loin. IS 2.0 évidemment. Je ne crois pas en Cardano du tout. Les primes ont fait comment ? Bah tu es déjà abonné, du coup tu ne pourras pas en reprendre. Mais le prime c'est tiens voilà t'as le tuto qui arrive. Libra qui peut concurrencer Ethereum. Alors bon, déjà il n'y a plus Libra, ça a changé. C'est quoi le nouveau nom ? Diem. Et c'est pas du tout l'ambition de Facebook. Ils veulent juste faire un stablecoin mondial. C'est énorme, moi je trouve comme projet, c'est vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un peu critiqué, mais moi je trouve ça très bien. Parce que ça donne, mais ça rame quoi. Et c'est à cause des régulateurs, mais ça ne bouge pas. Parce que mais l'idée était excellente parce que ça permettrait à plein de pays qui n'ont pas forcément une monnaie stable ou qui n'ont pas de banque ou quoi. D'avoir une monnaie qui a un cours vraiment stable, qui soit adossée au dollar, à l'euro, à tout ça. Et c'est vraiment super, quoi. Tu vois, des pays comme le Venezuela qui ont une hyperinflation les dernières années, si tu as une crypto-monnaie comme ça, hyper facile à utiliser, c'est le feu. Valentin qui a appelé. Excusez-moi. À voir ce que ça va donner. Ils ont quitté la Suisse là récemment pour retourner aux États-Unis parce que il y a eu... il y a apparemment des soucis avec les régulateurs, mais ils en ont partout. Je sais pas, le projet il rame beaucoup. Et faites attention en tout cas si vous êtes sur Facebook et que vous voyez des pubs pour acheter du Diem, c'est du fake. J'ai pas compris la. Monsieur Bouteloup arrive, préparez-vous. Il y a Bedeleu dans le chat qui dit Clément, tu te souviens du call avec le CEO de Swissborg, il parlait de Mimo Capital, un stablecoin euro. J'ai suivi le call et j'ai acheté plein de Mimo, j'attends le listing. Donc attends. Je me rappelle effectivement de ce moment-là. Donc en gros, ça sert à rien d'acheter un stablecoin. Oui, si tu. Ou alors j'ai pas compris. Je sais pas si Mimo c'était le stablecoin ou si c'était pas le MKR de Maker, tu vois. Merci pour le sub-gift, la Daouz, merci à toi. Ebus. Merci. Je voulais juste faire un point du coup sur. J'ai vu une question. C'est le gouvernance token, ok. C'est une bonne idée, ouais. À voir, après ça peut être une news très long terme, on ne sait pas du tout, c'était un peu une alpha leak, on ne sait pas du tout. Swissborg ça reste quand même assez petit encore reveal, par rapport à d'autres échanges. Mais... Est-ce que ça aura un impact vraiment sur le prix des partenaires ? Je sais pas. Mais... Peut-être pas, on ne sait pas. Je vais juste faire un petit mot, j'ai vu la question passer tout à l'heure sur le fait de déclarer ces exchanges. C'est vrai qu'on le rappelle souvent et oui, vous devez déclarer en fait les exchanges que vous avez ouverts, clôturés, même juste créer un compte sur un exchange en 2020. Vous devez le déclarer, cette année et vous devez remplir le formulaire 3916 bis pour vous assurer que vous n'allez pas vous taper une amende de 1500 €, je crois, par compte non déclaré, ou 750, je ne sais plus là pour le coup. 1005, ouais. C'est 1500 par compte non déclaré, donc faites-le, ça prend un peu de temps, c'est un petit peu relou, mais ça vous évite d'avoir une amende. On ne sait pas trop, en tout cas moi j'ai pas eu de retour de gens qui ont reçu une amende, mais faites-le dans le doute. Et Thomas, t'avais reçu ça prend quelques temps. Attends. SMS. Est-ce que je vais envoyer le SMS, ouais.
Et si vous trouvez, Merci SMS. si en tout cas, vous allez devoir trouver l'adresse de l'exchange et on a un article qui reprend ça et qui va vous lister un peu toutes les adresses de la grande majorité des exchanges et que comme ça vous pouvez remplir le formulaire tranquillement sans trop de pression. Et on a un petit tuto aussi qui va bien avec pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Vérifier la source, en tout cas, pour être certain que ça n'a pas été modifié entre temps, parce qu'on ne peut pas mettre à jour tous les jours et vérifier tous les jours que les adresses n'ont pas été modifiées. Ça bouge en tout cas, donc vérifiez les sources, elles sont indiquées dans l'article. Et non, faut pas déclarer les échanges décentralisés. C'est ça, déclarez pas les ledgers, les MetaMask, les DEX, non, c'est vraiment que les exchanges centralisés type Binance, FTX. Pas Uniswap. Uniswap, non. PancakeSwap. C'est ça. Et d'ailleurs, on en parlera avec Julien quand il sera là dans quelques secondes, mais il y a Thomas dans la piscine de la vidéo direct à un moment donné, vers 13 minutes. Quoi ? Ah bon? Ouais. T'as regardé la vidéo en entier ou même pas en entier? Non, j'ai pas regardé en entier, j'ai pas pu le temps de finir. En entier à 13 minutes, en gros, il y en a qui préfèrent quand même la centralisation, et là, il y a un mec dans la piscine avec le logo de PancakeSwap. Là, je dis, Thomas dans la piscine, dans une petite piscine gonflable, qui préfère le cake. Merci Ozzy, on va regarder ça. Et ouais, c'est super l'article, tout le monde te dit Clément, c'est clair qu'il y a du taf. Hein. Ouais. Même moi, je m'en sers quand je fais les factures Cryptost. Je cherche l'adresse, par exemple, de BitMEX. Hop, ton article, il y a tout dessus. Ah, c'est la Bible. Et non, je suis en Corée. Je suis en France, Nico Piri. Et je sais même pas comment les gens ils savent. On a dû en parler. Il est dans les bureaux de Cryptost. Avax, oui, on parle beaucoup d'Avalanche. Votre avis sur Avalanche, l'élite? Avalanche, Avax égale futur. Ouais. Bah, il a bien corrigé. Après, je crois que maintenant il y a plus de problème en tout cas au niveau du protocole. Je crois que Valentin, il y avait eu des bugs. Au tout début, ouais. Victime de son succès, tout à fait. Mais non, Avalanche, c'est bien. Hein. C'est très rapide, très peu de frais. Il y a la DeFi comme sur plein d'autres blockchains, hein, comme Solana, Binance, Ethereum. C'est un beau projet quoi, qui fonctionne bien. Après, c'est très ça commence à se développer, mais pour l'instant, il y a encore pas grand-chose. Comme Solana, quoi. Tout doucement. Il y a quelques petits protocoles qui se développent. Ça peut être une chaîne intéressante à voir, les protocoles qui arrivent et à voir s'ils arrivent un peu à rattraper la Binance Smart Chain qui fait très bien le taf pour le moment. Est-ce qu'on a un avis sur Uniris? C'est toi ça, Clément, non, Uniris? Ouais, mais attends, je vois comment faut que j'y réponde comment acheter des digital yuan. Alors ne cherchez pas à acheter des digital yuan, déjà elle n'est pas la crypto chinoise n'est pas accessible et ça ne vous donnera rien. C'est pas un investissement on a Julien qui nous rejoint. C'est pas un investissement forcément intéressant à notre échelle en tout cas d'acheter du yuan numérique et il n'est pas du tout disponible au public pour le moment. C'est une bonne thématique. J'en avais discuté avec Julien effectivement d'acheter du yuan numérique et il va nous en parler peut-être tout à l'heure pour diversifier son risque. Salut Julien, tu vas bien? Salut les gars. Salut Julien. Salut. Merci de m'avoir. Super la vidéo, hein. On en parlait. Vous avez bien aimé, ça va? Ouais. J'ai pas encore eu le temps de terminer, mais c'est vraiment cool. Faut que je check avec les sous-titres. Ça a pris 6 mois quoi. On a fait tout en interne. Ouais. Donc zéro budget, on a construit tout. Avec la communauté, l'équipe, le core team, tout ça on a tout construit de A à Z. Dessin, animation, recherche et tout. Très propre. C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que ça ressemble un peu à la pub d'Apple là, en mode 1984 à l'époque. Je sais pas si tu vois cette pub contre Microsoft un peu là. Ah ouais, peut-être un peu dans le même style. En fait c'est le style un petit peu underground, un petit peu dark, noir, sombre, d'investigation, avec un peu la chapeau melon et bottes de cuir et vraiment très mystique. Et on a vraiment essayé de donner en fait une vision, essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on est en train de construire en fait en termes de communauté, et qu'est-ce que en fait la finance décentralisée avait comme implication sur le monde, et essayer de comprendre un petit peu les enjeux macro et microéconomiques et savoir si ce qu'on est en train de construire est complètement une révolution industrielle dans le sens Eldorado qui va faire d'un monde meilleur, ou alors plutôt complètement l'inverse et créer des micro-élites qui vont contrôler le monde. Et donc là, on a mis un petit peu aussi en jeu
le côté, donc comme je disais, le côté macroéconomique, le côté gouvernance internationale, donc la guerre des États, les États qui se combattent entre eux, donc au niveau monnaie digitale. Et nous, en fait, derrière, donc c'est le lobby plus État contre la finance décentralisée, quoi. Ouais. Et tu veux nous résumer un petit peu les grands points de la vidéo ou rapidement les grandes idées qui en sortent? Je peux. Après, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux de la regarder. C'est vrai que c'est mieux de la regarder parce que, en fait, il faut savoir en fait que la vidéo, c'est vraiment une vidéo, c'est vraiment une pièce d'art en fait. C'est 6 mois de travail acharné, 15 minutes de vidéo, donc c'est une sorte de court métrage avec dedans en fait penser à 15 minutes de NFT quoi. Chaque 5 secondes ou 10 secondes de la vidéo, c'est des NFT mais de très haut niveau, avec dans chacune des pièces, chacune des vues, une sorte de petit caviar qui a été caché ou une sorte de message subliminal qui a été en fait envoyé. Donc par exemple, on peut voir aussi les apes, donc les singes, les DGN, les investissements, les États, donc la Chine. On a aussi Jack Dorsey de chez Twitter. En fait, chaque moment qui a en fait précédé le début du bull run de la DeFi est mis dans la vidéo en fait. Et on essaie d'expliquer. Malheureusement, on n'a pas les derniers événements avec Elon Musk, mais sinon l'ensemble de 2020 et le début de 2021 est dedans en fait. Même quand les institutions commencent à rentrer en DeFi, donc JP Morgan, Morgan Stanley, tout choses comme ça. Donc les grosses banques, les grosses institutions, Twitter, PayPal, tout ça, c'est marqué dans la vidéo en fait. Donc l'ensemble de la chronologie de la DeFi, mais d'une façon artistique et d'une façon en fait qui peut paraître au début ou au milieu très sombre, mais qui donne à la fin une sorte de message d'espoir en fait de ce qu'on construit à l'heure actuelle. Et je trouve que la vidéo, même moi, c'est parce qu'en fait j'ai participé à la création de la vidéo. La team elle a fait un job incroyable. Je veux dire, le résultat il est immense quoi. C'est vraiment une vidéo. Et en plus on l'a traduit en 6 langues, 6 ou 7 langues. Ah ouais. Donc il y a plus aucune raison de dire qu'on peut pas regarder la vidéo quoi. Donc faut bien sélectionner le sous-titre. Et vous allez on nous dit pas en français dans le chat, mais il y a les sous-titres, du coup c'est top. Et la voix off, on nous disait aussi qu'elle était incroyable. C'est vrai, ouais, la voix off, c'est qui? Alors voilà, dans chaque vidéo, dans la vidéo, vous avez des petits caviars de partout, des petits caviars comme je disais artistiques, des messages qui sont cachés, et la voix à vous de trouver, mais elle appartient, c'est une voix très connue dans le monde entier, donc une des voix les plus connues. Donc voilà, film, donc à vous de découvrir qui est derrière cette voix. Après, les gens, je pense qu'on déjà un peu cool. Les gens qui sont très cinéphiles vont sûrement trouver, parce que c'est des films qu'on fait les box-office, les plus gros films du monde, donc vous allez sûrement trouver. Ben, top. Et c'est quoi le projet pour Rekt alors? C'est de faire d'autres vidéos comme ça, ou d'autres vidéos dans d'autres styles ou... Le projet, c'est ça. Le projet, c'est vraiment. Donc nous, en fait, Rekt, c'est vraiment une équipe donc d'anonymes, tous. Après, moi, je suis un petit peu, je suis contributeur. Donc, les gens voient un petit peu si je suis le seul qui est un peu pour dire que je participe un peu à Rekt. Mais sinon, l'ensemble des personnes dans Rekt sont complètement anonymes. Donc, on écrit des articles et on va faire de l'investigation approfondie en utilisant toujours les informations sur la blockchain. Et on va couvrir n'importe quelle histoire qui se passe sur la DeFi, même si on peut avoir du lobby, on a déjà eu, ou des suites judiciaires sur des informations qu'on couvre parce que les gens sont pas contents qu'on couvre ces informations-là. Donc en fait, il faut savoir en fait que Rekt, c'est pour la communauté. Et Rekt va toujours couvrir l'ensemble des informations qui arrivent sur la blockchain. Donc que ce soit des hacks, des arbitrages, mais aussi des intentions malveillantes ou aussi des interactions avec des éléments extérieurs qui s'opposent à ce qu'on construit. Donc par exemple, la finance traditionnelle, les banques, le lobby, les gros échanges centralisés comme Coinbase, Binance, choses comme ça, qui font certaines choses que le public n'a pas forcément conscience ou n'est pas forcément alerté. Et donc en fait, Rekt, les articles qu'on écrit, ils sont très poussés et très de haute qualité. Par exemple, on va jamais donc on essaie de se dépêcher pour écrire des articles, mais la qualité du langage et la qualité de l'anglais, elle est très très importante. Donc on est en train de traduire l'ensemble de tous les articles en 8 langues, je crois. Donc forcément, il y aura le français, il y aura le chinois, le japonais, et toujours pour garder la qualité de l'écriture. Et à côté de Rekt, on a aussi cette verticale qui s'appelle Opium Diaries.
Donc, Opium Diaries, le premier, ça a été Dystopian Dreams, donc la vidéo que vous avez vue. Donc ça, la vidéo que vous avez vue, c'est pour donner en fait une vision du futur en utilisant ce qui s'est passé dans le passé et ce que la société a pu reproduire lors des différentes révolutions industrielles. Et en fait, on essaie de faire ça en fait. On essaie de faire passer des messages, mais toujours en restant agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, on va jamais prendre le oui ou le non. On essaie en fait de donner l'opportunité et donner toutes les armes à l'utilisateur, au lecteur, pour se faire en fait une opinion par lui-même. Et en fait, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment créer un journal ou c'est pas vraiment un média, c'est plutôt en fait une puissance, plutôt en fait un mouvement underground, un mouvement souterrain de cette nouvelle révolution industrielle et qui est complètement en fait détaché du lobby. Donc en fait, nous, on n'est jamais payé pour on n'a pas de pub, on n'est jamais payé pour les pousser des informations. En fait, on fait ça gratuitement et c'est fait anonymement. Voilà. Ouais, c'est top. Très bien. Juste une petite question que j'ai vu passer plusieurs fois. Pourquoi une grenouille? Alors, la grenouille, c'est parce que alors sur Curve, on avait moi je suis dans plusieurs projets, on avait le lama, sur StackDAO, on avait l'éléphant, sur Blackpool, on avait le ape et sur Rake, il nous fallait en fait une mascotte quoi. Et on s'est dit en fait, je sais pas si vous savez, en fait tous les gifs qui passent avec le frog, donc la grenouille, où en fait il arrive plein de trucs, en fait elle est sur le PC, d'un seul coup elle fait un trade, un fat finger, boum, ça éclate. En fait, il y a plein de choses en fait au niveau du frog. Donc on s'est dit en fait cette grenouille en fait elle incarne un petit peu cette révolution industrielle. Elle était vraiment présente sur avec par exemple comment il s'appelle quelqu'un qui était dans Twitter qui utilisait beaucoup la grenouille. On s'est dit voilà, bon, elle incarne vraiment en fait cet aspect qu'on veut essayer de communiquer. Mais dedans, en fait, on a aussi plusieurs. On a par exemple, on a aussi le dog qui fait plutôt de l'investigation. Donc en fait, lui, en fait, il est mis sur les enquêtes. Donc là, la mascotte que j'ai mis, qui est aussi emblème de Rekt. Et on a plusieurs acteurs comme ça. On a aussi le ape qui lui fait partie un peu de l'enquête d'investigation du dog et de la grenouille. Donc en fait, on a plusieurs caractères qui peuvent s'associer à différentes tâches à l'intérieur de Rekt. Et chacun peut s'associer à un de ces caractères et pouvoir en fait le véhiculer sur Twitter. Mais en fait, c'est important de dire en fait que Rekt appartient à toute la communauté. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, on a reçu, je crois, $100 000 d'un des hacks. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les $100 000. Donc, il y a vraiment Pancake Bunny. Voilà, Pancake Bunny. Donc, le hacker de Pancake Bunny, je pense qu'il a extrêmement bien aimé l'article qu'on a écrit sur Pancake Bunny. Il nous a donné $100 000 en donation. C'est juste dingue. Les gens disent que c'est de l'argent des gens qui ont délégué. Après, moi, je vois ça d'une autre façon, en fait. Nous, par exemple, on a construit cette vidéo, on écrit ces articles. C'est vrai qu'on l'a fait sans budget. Et je pense que ces budgets-là, d'ailleurs, on est aussi en train de construire un DAO. Il y a forcément, je pense que vous avez connaissance, vous êtes inscrits, on a véhiculé un petit peu des messages. Il y aura un token, mais un token vraiment différent, en fait. Là, ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille dessus. Pas un token juste, voilà, achetez-le, ça vous donne accès à la spéculation. Donc c'est vraiment, il va y vraiment avoir des outils assez importants, donc des outils d'investigation, des outils d'alerting, des outils aussi pour savoir en fait en temps réel si vous avez été assujetti à un hack, un arbitrage, et aussi comment arriver à vous protéger. Donc, en fait, on va donner tous les outils de Rekt que nous on utilise. Donc en fait, nous on est vraiment une équipe d'investigation très approfondie sur la blockchain. Donc, notre domaine d'expertise à l'heure actuelle c'est Ethereum, mais toutes les EVM, donc en fait Polygon, Binance, mais de plus en plus on va créer les élites des entités d'investigation sur l'ensemble de tous les différents protocoles, Polkadot, Tezos, Cosmos, Solana, choses comme ça. Et en fait, on va vous donner nous des outils que nous utilisons en interne. Donc par exemple, Nansen qui coûte 3 000 € ou 1 500 € ou Messari 3 4 000 € par an. Nous, en fait, ces utilisateurs pourront avoir accès à ces outils-là. Donc en fait, on est en train de construire des briques pour pouvoir avoir la meilleure utilisation de la DeFi, quoi. Intéressant. Je voulais échanger avec toi, Julien, un petit peu sur toute la liquidation qui a eu lieu, le max drawdown de 30, 40, 50, 60% qui a eu lieu cette semaine. On a un peu parlé hier avec CM et Marc. L'infrastructure a tenu, c'était important, mais c'était en même temps pire qu'en mars 2020 avec beaucoup plus gros capitaux, pardon. Donc ça y est, ça prouve que c'est tenace, quoi. Ça marche bien. Oui, le seul exchange qui a réussi à tenir route pendant l'ensemble de cette salve qui a été sans précédent, hein. On parle de 8 milliards le premier jour, et je crois qu'il y en a qui parlent de 12 milliards hier.
On est sur 20 milliards de liquidation du jamais vu. Même dans la finance centralisée, c'est énorme. C'est peut-être équivalent à BitMEX en 2017, en 2018, juste après l'ICO boom. Et donc, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est que le seul exchange qui a réussi à tenir, c'est FTX. Et encore, je crois qu'il était dans quelques secondes ou quelques minutes. Donc, sur les périodes de 8 heures, il a été affaibli quelques minutes. Il faut savoir que la finance décentralisée, donc les exchanges, les plus gros exchanges, donc Curve, ou des produits de la DeFi comme AV, ont tenu le coup. Ils se sont pas arrêtés. Après, oui, on peut dire que le gaz a été monté incroyablement, est monté super haut. Donc, par exemple, des 2200 GUE, il faut savoir que la blockchain l'a tenu. Et donc, en fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'on se rend compte que la DeFi est beaucoup plus solide que la finance centralisée. Et en fait, à tout niveau, au niveau des transactions, il faut savoir en fait que les gens qui étaient sur Kraken, Bitfinex et Binance se sont retrouvés à voir leur compte soit gelé, ou soit en fait des messages que moi je trouve assez marrants. Par exemple, sur Binance, on peut voir souvent le message Ethereum suspended. Donc en fait, comme si en fait, c'était pas de la faute de Binance, mais la chaîne Ethereum était posée. Alors que non, c'est juste des messages qu'eux, ils n'arrivent pas à procéder les transactions. Il faut savoir qu'eux, derrière, managent des custodies. Et quand ils managent des custodies, ils doivent en fait envoyer les propres transactions de leur propre coffre-fort, quoi, et faire les transactions pour les utilisateurs. Et en fait, tous les exchanges étaient complètement down. Et Coinbase a quand même été pendant 3 heures. En fait, je pense en fait que les utilisateurs pourraient porter plainte contre Coinbase. C'est quand même incroyable. Imaginez des gens en fait qui mettent des shorts, leverage. Donc en fait, ils prennent des positions en short qui sont leverage, des margin call en short. Et en fait, le marché, pas en short mais en long. Donc en fait, le marché collapse, ils peuvent même pas fermer leur position. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font liquider complètement. Et cette liquidation-là n'arrive pas du tout aux utilisateurs. Ces liquidations-là arrivent à Coinbase. Donc Coinbase a tout intérêt, d'une certaine façon. Moi, je dis pas que c'est le cas. Mais pour un exchange centralisé, quand le marché va dans un sens, et que c'est une énorme fluctuation du marché, donc on parle de 20% ou 50%, l'exchange a tout intérêt à fermer l'exchange. Donc à poser l'exchange. Donc ils appellent ça des problèmes techniques ou des problèmes de DevOps. Les fameux. Mais derrière, pour eux, ça représente des milliards, des millions de dollars qui se font. Parce que c'est eux qui gèrent la liquidation. Donc imaginez, c'est un peu comme si dans la finance décentralisée, on vous disait, vous avez pris un leverage sur AV, vous avez mis sur Curve, là vous voulez rembourser votre emprunt. Ah bah non, tout est fermé, tout est posé. Et nous, liquidateurs derrière, nous en fait c'est l'Eldorado. Parce qu'en fait on sait que vous pouvez pas rembourser vos emprunts. Donc nous on liquide tranquillement. Et c'est exactement ce que fait les échanges centralisés. Donc quand vous utilisez un échange centralisé, vous êtes à la merci vous n'avez pas accès à vos clés, et vous êtes à la merci de ces exchanges. En fait, vous pouvez tout perdre en fait. Donc en fait, le meilleur quand vous utilisez un échange centralisé, si vous êtes obligé de l'utiliser, si vous pouvez pas utiliser des outils comme StakeDAO, comme Curve, comme AV, ne prenez pas de position leverage ou des options ou des futures. Parce que vous savez pas dans un événement aussi catastrophique, qu'est-ce qui peut se passer. Et souvent, la majorité des cas, on peut le voir dans le passé, ils ont posé les exchanges. Je te note 2 petites questions que j'ai vues dans le chat passer. Est-ce qu'on peut investir dans Blackpool? Si oui, comment? alors déjà, qu'est-ce que Blackpool? Déjà, qu'est-ce que Blackpool? Je pense que c'est à l'heure actuelle le plus gros. Ça a commencé il y a 1 an. Donc Blackpool, c'est un hedge fund qui a pour but d'être une sorte de quant. Et en fait, on prend des positions sur le marché du monde du NFT, mais dans une approche extrêmement mathématique et analyste. En fait, on va analyser le marché et on va faire de l'arbitrage. On va créer des produits dérivés au niveau des NFT. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, on est le plus gros sur Sora, le plus gros sur Axie Infinity. On a à peu près 6 verticales. Et en fait, on a une équipe à peu près d'une 20aine de personnes qui vont analyser le marché du NFT et vont faire travailler ces NFT. Donc, en fait, on garantit un revenu passif. Donc, c'est comme un hedge fund, mais c'est un hedge fund décentralisé. Donc là, on va l'ouvrir. Donc forcément, on va donner accès à ces rewards. Donc si vous avez participé dans l'écosystème que je peux mentionner sur Twitter, choses comme ça, vous aurez accès à Blackpool. Et après, Blackpool sera accessible via un jeton de gouvernance très prochainement. Très prochainement. Est-ce que vous êtes focus uniquement sur le gaming ou d'autres types de NFT? Blackpool, c'est comme imaginez un fonds décentralisé, mais au lieu en fait de redistribuer les profits ou les rewards aux LPs qui viennent du monde de la finance traditionnelle, nous on redistribue l'ensemble des rewards aux utilisateurs. Et donc en fait, aux utilisateurs, à ceux qui rapportent de la liquidité sur le protocole. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a plusieurs verticales. On a le monde du jeu vidéo, le monde du jeu, donc Sora, Axie Infinity,
Et après, on a aussi le monde de ce qu'on appelle nous l'immobilier, real estate. Donc par exemple Decentraland, Axie Infinity, où là on a acheté des terres et on les fait travailler, on les fait louer ou on les vend. Ensuite après on a l'art. L'art, au début c'était c'est pas une verticale où on a essayé de rentrer parce que c'est extrêmement spéculatif. Mais en fait on a découvert, on a trouvé des moyens, des outils qui permettent en fait d'acheter de l'art et de la faire travailler. Et aussi de la faire collatériser. Donc, par exemple, quand des protocoles comme dans Centrifuge, des protocoles comme ça, en fait, ça nous permet en fait d'aller acheter de l'art extrêmement cher, de la collatériser, d'emprunter par-dessus, et ensuite de s'exposer encore plus, donc de racheter de l'art, ou soit en fait d'aller sur différentes autres verticales, comme donc là on a en fait le but de Blackpool, c'est pas forcément de s'arrêter. Je pense qu'il y a une énorme vague du NFT qui est pas forcément d'utilité, qui était vraiment spéculatif, donc tout ce qui était tous les produits NFT qui étaient juste en fait que les gens voulaient absolument qu'on achète, mais ça apportait rien du tout. Je pense que là on va vraiment s'orienter après ce crash boursier dans la blockchain, on va vraiment s'orienter sur des NFT à utilité. Donc en fait moi ce que je vois c'est qu'on va bouger par exemple sur des dettes. Ça pourrait très bien voir des dettes d'entreprise, des dettes nationales, tout ce qui peut être tokenifié et mis ensemble d'assets non fongibles va être représenté en termes d'NFT. Donc là, pour l'instant, on était vraiment, comme au début des ICO, dans des projets, 99% des projets étaient des fraudes, des scams, des choses comme ça, mais ça a quand même créé 1% d'énormes gros projets. Et donc là, c'est exactement ce qui va se passer. On a commencé dans une démarche NFT qui était très artistique et pas forcément de valeur ajoutée, et là, on va s'orienter vraiment dans l'ordre d'utilité. Et nous, Blackpool, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc vraiment pousser sur cet aspect-là, de contrôler le monde du NFT, du marché du NFT. J'ai vu une autre question, juste, c'était quel est ton point de vue sur Diem, ex-Libra, tu sais, de Zuckerberg et compagnie. Moi, je pense que des acteurs comme ça, en fait, Diem, Libra, au contraire, ils sont très bien dans l'écosystème parce qu'en fait, c'est eux en fait, qui se font les dents sur le légal, qui poussent la régulation. Vous avez pendant qu'en fait, eux, ils se font les dents à payer des énormes millions de dollars pour aller pousser sur le token digital de Libra, de Diem, choses comme ça. Et en fait, c'est des investissements que le reste reste du monde de l'innovation ne fait pas. N'a pas besoin d'investir. Donc c'est bien, ils poussent la régulation. Après, est-ce que dans une vision, dans la vision de la blockchain décentralisée, est-ce qu'on a vraiment nous envie d'avoir des choses comme ça? Je pense en fait que ça fait partie en fait le monde de la trading, le monde du lobby a besoin d'avoir des outils comme, je sais pas, Goldman Sachs, leur token. En fait, doucement mais sûrement, ils vont être obligés de bouger vers la décentralisation. Pourquoi? C'est pas en fait un fait, c'est pas en fait parce que c'est une belle vision ou parce qu'en fait c'est tout le monde en parle. C'est parce qu'en fait leur coût de maintenance des infrastructures comme Swift, Visa, Mastercard ou le système de banque est beaucoup trop lourd. Donc en fait, eux, ils vont être obligés de bouger vers la blockchain et la DeFi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va leur rapporter beaucoup plus d'argent. Et c'est déjà, avec IBM, c'est déjà ce qui est apparu. Avec Société Générale, quand ils font par exemple des énormes swaps à 200 millions de dollars, ils l'ont fait entre deux banques en utilisant la blockchain. Or, ce qu'ils vont se rendre compte très prochainement, c'est par exemple des systèmes comme Curve, où vous pouvez faire un swap de 120 millions de dollars pratiquement à zéro slippage, zéro impairment loss. Dans la finance traditionnelle, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pendant 3 mois signer ce qu'on appelle des multicollatérales, aller sur un système de multicollatéral parties, signer les documents légaux, trouver des lawyers, des avocats dans chaque partie, faire en sorte que les deux banques se parlent, et ensuite, potentiellement, au bout de 3 mois, faire le swap. On imagine vous faire un swap entre euro-dollar, et là encore, les gens qui seront entre le swap, donc les deux banques, se prendront un fee, donc un cut. Imaginez que Curve fait ça en moins de 10 minutes. Un truc que prenait 3 mois et à zéro coût. 4 points basic points. Donc en fait, 0,04%. Ce qui est ridicule, Donc en fait, ce qui va se passer, en fait, c'est que ces acteurs-là, en ce moment, ce qu'ils ont fait pendant les 10 dernières années, c'est très simple. Quand vous êtes une grosse institution, un gros lobby, forcément, votre business, vous n'avez pas envie de le perdre. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début, vous ignorez, un peu comme Gandhi disait, mais après, vous faites du lobby. Donc en fait, vous avez lobby énormément. Donc lobby sur quoi? Sur des chaînes de télé, TF1, France 2, choses comme ça.
faut pas croire en fait tous les documents. Donc le Monde, vous allez faire du lobby. Ce qu'il y a derrière, c'est du lobby. Quand vous voyez les informations qui passent, c'est du lobby. Donc là, vous allez lobby. Donc là, vous allez dire, écoutez, on pense que la blockchain Bitcoin, c'est un scam, c'est une fraude. Surtout, ne vous mettez pas dedans. Et 10 ans après, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que blockchain, c'est une révolution industrielle. Par contre, les crypto-monnaies Bitcoin sont toujours un scam et une fraude. Pourquoi? Parce que si vous commencez à investir dans ce milieu-là de la crypto et de la blockchain, en fait, c'est des énormes capitaux qui vont et qui partent du système traditionnel. Donc forcément, c'est des fiat, de l'euro et de l'euro-dollar, qui va sur ce système de la finance décentralisée. Et ça, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils aiment pas trop ça. Mais là, entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Sur les dernières années, eux, ils ont investi. Donc les grosses banques ont investi, par exemple, dans Circle, donc qui est derrière avec Coinbase, le dollar américain. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, ils ont vraiment gagné. Nous, en fait, on pense que on est en train de gagner en finance décentralisée, mais on se rend compte en fait qu'on n'a jamais autant utilisé le dollar de notre vie. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que grâce au dollar tokenifié, on n'a jamais été autant exposé au dollar américain. Et il faut savoir que toute personne qui a eu l'expérience de la DeFi depuis le début de la DeFi, s'il n'a pas fait au moins 20% des PY, il a perdu de l'argent à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dollar est tombé par rapport à l'euro. Donc c'est des faits qui sont assez importants. Et donc forcément, le lobby essaie de combattre cette nouvelle révolution pour avoir le plus de parts possible. Donc ils font du lobby. Ils disent que c'est des scams, des fraudes, mais entre-temps, eux, ils investissent, ils construisent, et bientôt, ils pourront délivrer les outils de la DeFi. Donc en Europe, j'espère, très prochainement, après Christine Lagarde, j'ai l'impression qu'elle va pas du tout dans le sens de la DeFi, mais j'espère qu'ils vont pousser pour cet euro tokenifié, tout en gardant les concepts de GDPR, donc en fait, de transparence, de privacy et d'accessibilité à tout le monde. Et non pas aller sur un modèle comme la Chine essaie de faire, où là, en fait, c'est complètement à l'inverse. En fait, si la Chine fait leur token, comme ils l'ont designé, où ils ont full contrôle du token, des applications mobiles pour diriger qui est-ce qui reçoit tel ou tel argent, qui est-ce qui peut faire des paiements, là, par contre, on va vraiment dans l'inverse. Là, on va vraiment dans un système où ça fait peur. Et je pense qu'en fait, le retour au cash, il est beaucoup plus utile à l'heure actuelle, même en Europe, malheureusement, d'utiliser le cash que d'utiliser une carte bancaire. Et c'est pour ça que vous allez en Allemagne, par exemple, à Berlin, la carte bancaire est interdite dans l'ensemble des magasins de Berlin ou des soins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous utilisez une carte bancaire à l'heure actuelle, vous utilisez le système Swift, Visa, Mastercard, et vous êtes traqué tout le temps. Et donc en fait, il faut vraiment s'orienter. Et c'est pour ça qu'en fait, la privacy des tokens comme Monero ou comme on s'oriente sur des systèmes sur Ethereum, en fait, le but c'est vraiment de pousser sur l'adoption de systèmes de privacy. Et donc des Zero Knowledge Proof, des Tornado Cash sont extrêmement importants. Pour l'instant, ils sont isolés. Et quand un système est isolé, il est assujetti à la régulation et à être attaqué. Alors que si vous permettez d'envoyer la privacy sur l'ensemble du protocole, la personne peut l'arrêter. Et c'est hyper important pour la vision de ce qu'on est en train de construire. Est-ce que ça va pas être de plus en plus difficile justement avec la régulation qui commence à arriver en Europe, où il y a eu le GAFI justement qui avait parlé de ça, qui essayait un peu de contrôler ceux qui faisaient les protocoles DeFi, tout ça. Et est-ce que ça, c'est pas dangereux finalement? Est-ce que... Ça, en fait, c'est même pas le gars, c'est comment on appelle ça, le FATS. Le FAT. C'est eux, en fait, quand on dit ça, donc c'est la régulation internationale des monnaies digitales qui a mis en place le fait que toute personne qui déployait un système de smart contract qui avait pour but d'utiliser l'argent. Ah, c'est en français, ça s'appelle le GAFI, c'est ça? Ouais. Je crois qu'international, c'est le FAT. FAT. Et en fait, il disait, écoutez, c'est pas compliqué. Dans la finance traditionnelle, toute personne qui fait un chemin entre deux personnes pour faire un échange d'argent ou de valeur doit être régulé. Donc en fait, il doit être assujetti comme un vendeur, comme un Boursorama ou comme une application mobile qui donne des systèmes, des outils pour faire de l'investissement ou des suggestions à l'investissement. Alors là, on s'aperçoit en fait que ça tuerait complètement le système. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'importe qui peut déployer ses contrats. Alors, il faut savoir que si quelqu'un déploie un contrat, ils disent dans ce document que toute personne qui fait un transfert d'argent via ce contrat ou qui fait l'arbitrage, market maker ou la liquidation, devient une entité qui doit être régulée. Alors c'est complètement débile. C'est un peu comme dire dans les années 80, écoutez, en fait, toute personne qui veut faire un site internet doit être régulée par les marchés financiers. Complètement ridicule.
Donc là, en fait, il y a vraiment un nouveau paradigme, et je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la société, de notre société, de l'humanité. C'est-à-dire, en fait, arriver à complètement repenser le système monétaire, le système, en fait, de contrôle, le système d'argent. Pourquoi, en fait, les pays à l'heure actuelle sont aussi puissants les unes par rapport aux autres? Parce qu'en fait, ils contrôlent l'impression d'argent. C'est ce qui permet, en fait, c'est le lobby. C'est en fait, quand vous arrivez à contrôler l'impression, vous arrivez à contrôler l'inflation. Et en fait, vous vendez cette inflation-là à l'ensemble des pays dans le monde entier. Et en fait, ça vous donne toujours une puissance d'exécution. Et c'est pour ça qu'on dit, à l'heure actuelle, pourquoi en fait les Américains sont toujours beaucoup plus puissants sur papier que la Chine? Parce qu'en fait, leur dollar a beaucoup plus de valeur internationalement parlant. Et ce qui va se passer, c'est dans un court terme, les questions qui se posent, c'est quand la Chine va imprimer leur yen, leur monnaie nationale tokenifiée, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, Européens, même quand nous, notre euro tokenifié, pourquoi aller s'amuser, aller acheter un dollar dévalué avec 3 trilliards d'impressions par an, il n'a aucune valeur, alors que vous pouvez tomber sur des valeurs avec l'euro ou avec la monnaie chinoise, le yuan, qui est beaucoup plus stable et qui fait beaucoup plus sens. Par exemple, aller sur un franc suisse, backé par l'or, je sais pas, des choses comme ça. Donc en fait, là, il y a je pense qu'il va y avoir une crise diplomatique qui va arriver à cause de la DeFi. Parce que c'est des choses qui remettent en cause l'ensemble des interactions sur le marché mondial, diplomatique. Ça remet en cause l'hégémonie du dollar, en tout cas, d'un point de vue international, et ça va faire peur aux US. Et bien sûr, mais les Américains ont tendance à partir en guerre pour aller maintenir le dollar et aussi avoir accès à des ressources naturelles, comme le pétrole, choses comme ça. Si vous, du jour au lendemain, vous pouvez dire, nous on fait un embargo, le pays fait, les Américains ils ont fait un embargo, ou n'importe quel dans le monde fait un embargo, mais à l'intérieur le pays peut arriver à acheter une monnaie digitale et payer avec cette monnaie digitale n'importe quel produit, parce que le Bitcoin ou Ethereum ou les stablecoins deviennent la monnaie d'utilisation, la monnaie d'échange, l'embargo sert à rien. Vous n'en avez rien à faire. Parce que ça ne sert à rien d'aller acheter du dollar pour payer en dollars, parce qu'en fait, les gens, ils acceptent autre chose. Donc ça remet tout en cause le système diplomatique mondial. Et c'est ce qui se passe déjà. Il y a déjà quelques pays qui le font d'ailleurs, qui sont sous embargo et qui ont fait le choix d'utiliser certaines monnaies. Et c'est bien finalement. Quelqu'un qui dit ça commence avec l'Iran, et oui, c'est vrai qu'ils ont utilisé du Bitcoin pour certaines transactions avec d'autres pays. J'ai vu ça passer. Après c'est comme pousser pour la privacy, pousser pour des neurologies proof, pousser pour des transactions secrètes. En théorie, même sur papier, 99% c'est bien. Et forcément, il y aura 0,1% qui seront utilisés à des fins terrorisme, à des mauvaises intentions. Donc, par exemple, on peut voir Corée du Nord, des systèmes. Donc ça, c'est des préoccupations qui sont sur la table, je pense, au niveau international. Donc ça va créer des énormes problèmes. Mais tout, ça va donner aussi à la société un énorme boom économique. Donc, en fait, c'est comme tout. C'est comme dire, il y a des choses malsaines, mais qui viennent pas des choses malsaines, mais une vision. En fait, la vision qu'on a, elle est beaucoup trop grosse pour pouvoir l'arrêter. Je veux dire, les bienfaits de ça, en fait, vont être beaucoup plus gros que les mauvaises intentions. C'est un peu comme dire, on va arrêter l'utilisation des couteaux dans le monde entier, parce que certaines personnes les utilisent pour tuer d'autres personnes. Complètement ridicule. Donc là, c'est un peu la même chose. Merci Julien, je crois que Valentin nous disait que tu devais partir. Dans les Zola, je sais pas si c'est le cas. J'avais bloqué. Si, j'ai mon stand-up là dans 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Bon, en tout cas, on a vu une petite phrase tout à l'heure qui nous a bien fait rire. C'était Bouteloup de Wall Street. Je suis pas sûr de la déjà faite. Bouteloup de Wall Street. C'est vrai que mon dog il ressemble un petit peu. C'est vrai que dans l'écosystème, je suis un peu le. Après la liquidation, l'arbitrage, market maker. Je vous demande de m'envoyer un message si vous êtes intéressé et tout, mais ça fait partie en fait sans la liquidation, sans l'arbitrage, sans les market makers, sans les personnes en fait qui font du profit pour maintenir. Il n'y aurait pas en fait de DeFi. Il faut savoir que s'il n'y avait pas de liquidateur, s'il n'y avait pas d'arbitrage, il n'y aurait pas Curve, il n'y aurait pas AV, il n'y aurait pas Compound, il n'y aurait pas Uniswap. Donc en fait, c'est des éléments importants. C'est pour ça en fait que la DeFi existe. Et le plus d'arbitrage, la plus de liquidation qu'on aura, au niveau efficacité, plus la DeFi sera importante, stable et efficace. Si vous voulez par exemple échanger des euros pour du dollar, plus il y a des acteurs comme moi, de l'arbitrage, market maker, choses comme ça, plus en fait votre offre d'achat et de vente sera proche de l'asset que vous vendez et que vous achetez.
Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, merci Julien, et puis on va Merci beaucoup, Merci, Julien. mais franchement, les gars, continuez, parce que vous êtes incroyables. Super chaud, super, toi aussi. super site. Moi, j'adore. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes les leaders en France, top leaders, top des leaders en France dans la blockchain, et je vous souhaite encore bonne continuation. Ah bah Merci, merci, toi Julien. aussi. Julien. Et beaucoup de Allez. messages positifs dans le chat en tout cas pour toi et pour la Ah, c'est vidéo. gentil. Comment j'ai accès à ce chat? Tu le fais comment? Ah, la vidéo. faudra aller voir le replay. Je t'enverrai sinon. le lien si tu veux. Ouais, le lien du replay Ah, ok, pour super. voir le chat en même temps. Super, vous allez bah, continuez la France, hein, c'est incroyable. Et d'ailleurs, sur Rect, la première communauté, donc là, je pense que les Américains commencent à. Je vous conseille en fait d'inviter encore plus de monde parce que les Américains, ils arrivent en force. Et donc là, les audiences sur Rect, je vais sûrement partager les données analytiques. Mais la France composait la majorité, pas la majorité, mais une grosse partie, 45% je crois, Ah oui. de l'audience sur De Rect Rect. venait de francophones, donc aussi Canada, choses comme ça. Mais là, je crois que les Américains sont passés à 60%. On a Je vous conseille d'aller partager à tout le monde, hein, mère, grand-mère, amis, choses comme ça, quoi. On a du Après, monde on qui est va moins, aller. donc ils risquent de gagner à la fin. Non, les francophones, on est pas On est mal. beaucoup de francophones. Ouais, mais on est moins. On va le Ah non, mais partager. c'est vrai, si tu prends francophone, Canada, tout ça, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et Belgique. puis après, les langues latines, moi je comprends tout, italien, espagnol, pour moi c'est pareil. C'est du français à la base, Futur en du France. latin. C'est clair. Ouais, merci Julien. beaucoup, Merci Julien. Allez, Merci salut, beaucoup. salut, Salut. À plus, Salut. salut. à plus. Alors, petit brief d'actu. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. On peut remettre Ouais. le lien de Rect. C'est rect.news. Rect.news. Qu'est-ce qu'il nous sort, un là petit peu d'actu. Et si vous avez des questions dans le chat, mettez-les. On essaye d'y répondre là au fil de l'eau. Merci en tout cas, Julien, c'était cool. Ouais. C'est une machine, ouais, c'est un monstre. Je comprends rien, moi, quand il parle, Julien. Non, là, ça allait. Des fois, il nous parle en off, je comprends rien à ce qu'il dit. Je le décrypte avec Thomas, il a une oreillette et puis je décrypte en direct. Français tout français, français DeFi tout français normal. Mais ouais, passionnant. On a fait 2 podcasts avec Julien que je vous invite à aller checker. Je vais vous mettre les liens là sur le chat. Mais ouais, deux podcasts très intéressants sur l'avenir de la DeFi il y a quelques mois et il y a quelques semaines sur le rôle de toutes ces chaînes, l'interchaîne, quelle place demain pour ces chaînes sur Ethereum 2.0 par exemple et tout. Et comment elles peuvent s'alimenter, discuter entre elles. Donc, très intéressant, effectivement. Ces échanges à chaque fois avec Julien, qui était un ancien quant de la finance traditionnelle, qui a travaillé dans la sécurité défense et qui aujourd'hui travaille dans la DeFi chez Rect, on l'a vu, Curve, StakeDAO, et qui a pas mal, qui est advisor, qui travaille avec pas mal de projets. Happy Wayne, que vous connaissez, on en fera un podcast aussi très prochainement, qui permet de tokeniser ses intérêts dans la DeFi. Bref, c'est effectivement, il est probablement sur le podium des personnes les plus influentes et les plus intéressantes dans la DeFi francophone et même mondiale, du coup. Et on a de la chance d'avoir des personnes comme ça qui parlent français et qui sont aussi Tellement, influentes dans le monde de la DeFi. Ouais. Tellement de francophones finalement dans la DeFi hein, qui agissent un peu dans l'ombre. Ouais, et c'est l'une des plus grosses communautés. Je pense que ça représente à peu près la même chose que les lecteurs de Rect en français. Et ce que j'aime bien justement, c'est un peu l'univers qu'ils ont créé autour de Rect. Tu vois, que ce soit pas des personnes en fait qui publient leurs analyses, mais vraiment juste des personnages et que n'importe qui peut incarner ce personnage. Enfin, c'est vraiment stylé, je trouve, l'univers qu'ils ont fait un peu dystopique, noir et blanc, tout ça. C'est ultra cool. Et ouais, et du coup, il nous a un petit peu leak. Il y a des trucs qui arrivent au niveau des tokens. Des tokens Rect et des tokens Blackpool. Alors après, j'ai toujours pas compris comment un particulier peut investir dans Blackpool, par contre. Bah, Faut lui envoyer un message, peut-être. Non, ça va être avec. Ouais, mais là, genre là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible. Ça Non, sera c'est pas possible possible. plus tard. Non, pas possible. d'accord. Ouais, non. Ok. Rect token. Après, ouais, la vidéo est très cool. En tout cas, n'hésitez pas à la regarder. Moi, je l'ai pas fini, mais elle est top. Marc Z et Julien B, nos héros. et Valentin D aussi. Bon alors, petit brief de l'actu, Clément. Ouais, on peut regarder rapidement parce que là, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps avec nos invités. Donc, on peut check un peu l'actu si tu veux partager ton écran ou je peux le faire. Ah, mais attends. Ah, bah vas-y, partage le tien, ouais. T'as coupé ? Ça a coupé tout seul, je pense, parce que je partageais plus rien depuis quelques temps. Ah, alors attends, il faut que je l'aille le récupérer. Tu veux que je repartage le mien, du coup? Ouais, bah tu peux. Ou tu mets le tien? Vas-y, partage le tien. C'est bon. Ok. Ah, je sais pas pourquoi il y a une résolution un peu dégueu sur le...
Ok, alors on va faire une petite review des dernières news. Est-ce que tu en as sélectionné quelques-unes Non. Un peu de check. Bravo. Alors je sais pas pourquoi J'avais lu celle-là qui était juste, je peux résumer, là c'était un article en partenariat avec Coconut, là, il disait comment on fait quand on a plus de 20 sessions imposables lors de la déclaration des plus-values. C'est vrai qu'en France, le fichier il est limité à 20 colonnes, donc après t'es un peu embêté. Et surtout que ça fait un espèce de calcul à la fin et ça prend le résultat et ça l'intègre dans tes impôts. Donc c'est problématique quoi, vu que 20 colonnes, si tu as 30 sessions par exemple, et ben ça va pas. Ouais. Donc ce qu'ils disent en résumé, c'est qu'il faut leur envoyer un fichier PDF dans le chat sécurisé de impôts.gouv et qu'il faut juste faire une colonne qui synthétise en gros le bon résultat à la fin. Ouais, est-ce que tu peux peut-être drop l'article, le lien. Ça c'est vraiment utile en tout cas pour ceux qui ont plus de 20 transactions. Oui. 20 sessions. 20 sessions, oui. Parce que 20 transactions c'est assez facile. Ouais, mais même 20 sessions finalement ça concerne énormément de personnes, donc c'est une petite astuce sympa qui nous a été partagée par Coconut. Mais après, n'hésitez pas à envoyer des messages à la messagerie privée des impôts, à y répondre. Les appelez pas, parce que, en tout cas, moi, je les ai appelés. Quand t'appelles, tu tombes vraiment sur des gens qui connaissent rien au crypto et ils te disent envoyer un message sur la messagerie sécurisée. Et messagerie sécurisée, ils te passent, je pense, à un peu un mec spécialiste ou une dame. Ouais, et du coup, ils te répondent en 48 heures, il me semble. Et au moins, ça prouve un peu que vous allez dans leur sens et ça vous dédouane peut-être un petit peu de certaines. Qu'est-ce que vous appelez une session ? C'est une session crypto fiat. Quand tu vends, avec un C, quand tu vends des crypto-monnaies pour de l'euro ou du dollar. Spécialiste, pas à la campagne. Non, mais spécialiste sur la messagerie, parce que ça doit être, ils doivent transférer ça à une équipe spécialisée crypto-monnaie. Alors que quand tu appelles effectivement à ton centre d'impôt local, là, ils y connaissent rien. Et du coup, Thomas, quand tu as reçu le SMS, t'avais déjà fait tes impôts ou tu ne l'avais pas fait justement ? Non, moi j'ai reçu un SMS, mais déjà l'année dernière, où ils me disent d'aller sur impôts.gouv pour ne pas oublier de déclarer je l'ai eu aussi, mes crypto-monnaies. Non, je rigole. On n'est pas obligé de déclarer tout court. N'oubliez pas de déclarer votre compte Binance. non, on n'est pas encore là. On aura dans quelques années. Êtes-vous dans la DeFi ? N'oubliez pas de nous donner l'adresse de votre portefeuille MetaMask. Il y en a qui sont allés chercher le lead de Ledger chez Bruno Le Maire. Ah, bah oui. Ils peuvent du coup, Clément, de quoi tu voulais nous parler en actu ? Après, je sais pas, j'affiche là si tu vois. Il y a FTX qui va lever 1 milliard. On a eu un dossier là, sur le dossier de l'euro numérique. On a eu un dossier qui est paru ce week-end qui fait un peu le bilan de ce que ça va changer l'euro numérique, quels avantages est-ce que ça va apporter du coup pour les institutions et pour les utilisateurs, nous, parce qu'on l'utilisera d'ici quelques années. C'est une réalité. Dans 5 ans maximum, l'euro numérique est là. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par la Banque Centrale Européenne et par notre chère Christine. Et du coup, on fait un petit peu le récap de les avantages et les inconvénients que ça va apporter. Parce que malgré les critiques, il y a aussi des avantages que je vous invite à aller lire sur le site de Crypto. C'est un dossier qui se lit en une dizaine de minutes, mais c'est très intéressant. Pour vous faire une idée d'un peu de ce que ça va changer l'euro numérique. Parfait. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a vu après des articles intéressants ? J'ai vu là que Marine a publié pourquoi les baleines accumulent pendant le crash. Il y a un article sur le Chia, je sais pas si on dit comme ça, le Kia, le Chia Network. On en entend souvent parler dans le chat, donc il y a un article qui vient de sortir. On fait pas un TFL2, on n'a plus de place dans les emojis. C'est compliqué la prononciation. C'est parce que je parle trop de langues en même temps, du coup j'oublie après. Ah, comme Julien, ouais, c'est ça, des fois. C'est comme Julien, exactement. Taproute. Alors, on a une petite. Ouais, voilà, descends encore un petit peu. Faudrait vraiment que je j'ai pas eu le temps de regarder les news, je me suis levé trop tard. On a eu. Vas-y, Tezos et Red Bull, c'est plutôt sympa. Et après, les autres, je crois qu'on en a déjà parlé au live précédent. Ouais. Alors, la semaine dernière, oui, Tezos, la blockchain Tezos et tous ses développeurs, en tout cas les équipes de développeurs qui travaillent sur Tezos, ont conclu un partenariat avec l'équipe de F1 de Red Bull. Donc c'est assez strong. On avait déjà eu Crypto.com avec Aston Martin il y a quelques mois et maintenant Tezos avec Red Bull, et on aura du coup des NFT Red Bull qui vont débarquer sur la blockchain Tezos d'ici quelques semaines. Intéressant. Et on ne sait pas encore à quoi ils serviront ces NFT, du moins, enfin en tout cas ça dépend des avis de chacun, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont représenter, s'ils vont avoir une certaine utilité. Mais en tout cas, oui, voilà, comme quelqu'un le dit, c'est une très belle exposition pour le Tezos, parce qu'on aura le petit logo de Tezos qui va apparaître sur toutes les F1
de Red Bull pendant le prochain championnat, et ça c'est plutôt sympa. Ça, en tout cas, ça montre que le sport, que ce soit sport automobile ou sport comme le basket notamment, et qui se tourne vraiment vers les cryptos. On a FTX aussi qui sponsorise le stade NBA de Miami. On a toutes ces choses-là qui arrivent, et le sport et même ceux qui le pratiquent, donc les joueurs de grandes équipes, certains par exemple acceptent leur salaire reçoivent leur salaire en Bitcoin. Enfin, il y a vraiment une démocratisation qui s'active au niveau du sport, et ça va très très vite en tout cas à ce niveau-là. Il y a un joueur très connu de football américain là, je crois, qui reçoit effectivement ses salaires en Bitcoin depuis un moment, et là du coup je crois que ça a été le joueur le mieux payé en gros. C'est pas Tom Brady? Je dis peut-être une bêtise. Peut-être. Mais... Sinon c'est de quoi on peut parler de Bunny. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 5 jours. Et depuis 3 gros hacks là dans la BSC, ouais, énorme hack. Enfin, hack. Plus un exploit de type flash loan, mais on va pas revenir dans le détail, parce que même moi quand je le dis, quand je l'ai écrit l'article, c'est très compliqué de comprendre ce que l'attaquant a pu faire. C'est vrai, évidemment, c'est des choses très techniques qui sont pas forcément l'attaquant, non? Non. Tous des articles écrits par Julien et épaulés par Clément, vous inquiétez pas. Ça serait cool, ouais. Ça sera bien plus visible et lisible. Mais et voilà, un beau crash. Comment ça? C'est très lisible, hein, tu comprends. Il y a eu un crash. Il a traduit Igor, quoi. En quelques secondes, le cours s'est même crashé de plus de 99%. En fait, je crois que c'est complètement, si je dis pas de bêtises, pour synthétiser ce qui s'est passé de mémoire, effectivement, c'est qu'il y a eu effectivement un flash loan, parce que comme le Bunny est minté en fonction de l'utilisation de certains pools, et particulièrement du BNB, je crois qu'il a fait une grosse utilisation du BNB pour pouvoir en mint à balle, et pour pouvoir en revendre d'un coup et dump le marché et prendre la différence. C'était ça pour Bunny. Puis après, il y a eu Venus aussi qui s'est fait. Ah bon? Il y a eu quelque chose avec Venus. Avant, ouais. Ouais, mais c'était techniquement beaucoup plus intéressant que Bunny. Et d'ailleurs, Julien était fan de cette attaque sur le principe, parce que le mec a pris pas mal de risques et s'est auto-liquidé, ça aurait pu coûter cher tout ça. Et il y en a eu un troisième plus récemment là, mais qui était un peu moins important. Mais en tout cas, la BSC se fait bien rect en ce moment, et 6Z ne bouge pas d'un doigt. Normal après, non? Oui, au début, c'est mieux qu'il fasse rien, je pense. Au début, il remboursait l'ami au début. Tu peux reroll la chaîne sans aucun problème, vu que c'est ultra simple. Qu'est-ce qu'il a remboursé? J'ai plus les projets en tête, mais il en a remboursé 2-3. Fake news. Fake news. Il a remboursé, mais d'ailleurs un projet notamment aussi sur IS. C'était Cover. Il a remboursé Cover aussi à une époque. Non, mais ouais, il intervenait un peu, ou en tout cas, il se prononçait sur. C'est vrai qu'avec Pancake Bunny, on aurait pu se demander, parce que c'était quand même un des protocoles, je sais pas, top 2, top 3 de la BSC, et pourtant, il s'est rien passé. Sur Pancake Bunny, ils ont remboursé, mais c'est vraiment la team qui prend ses dispositions pour essayer de rembourser les utilisateurs. C'est pas Binance, CZ ou quoi qui intervient. Mais oui, c'est la décentralisation, donc pour moi, il n'y a pas besoin d'intervenir. On nous demande, est-ce que les hackers peuvent être poursuivis? Valentin, ça te parle ça? Sur la DeFi? C'est tellement compliqué, surtout que c'est pas tellement des hacks en fait. C'est ça la difficulté, c'est que c'est plutôt de l'intelligence économique. D'un point de vue légal, est-ce que c'est vraiment. Après, je pense que tu peux quand même avoir un problème. C'est comme si tu vas au supermarché, tu prends une télé et tu la pèses sur les fruits et légumes, et tu mets banane, et tu payes ça au kilo de banane, tu passes. Ça se faisait à une époque. C'est pour l'astuce. Chez Carrefour, ça se faisait. Mais ok, c'est de l'intelligence, mais ça reste de la fraude, quoi. En fait, je pense que c'est pour le préjudice et la perte de fonds qui font perdre à des personnes qui peuvent poser problème. Après, on rappelle effectivement, et Julien le disait très bien dans un de ses podcasts, que en fait, ce qui est en train de se jouer là, effectivement, c'est pas un jeu de bac à sable, comme il le dit très bien, c'est vraiment un changement important sociétal et tout ce qui va avec. Donc en fait, ce qui se passe assez souvent, c'est les protocoles qui s'attaquent entre eux, ou en tout cas, c'est effectivement des entités qui se connaissent bien et qui s'attaquent entre eux pour prendre des parts de marché, entre guillemets. Et souvent, ça s'est passé en tout cas comme ça il y a quelques mois, c'était on t'attaque, on a du coup tes fonds, tu veux pas intégrer notre écosystème, comme ça on rembourse tes users, mais du coup tu fais partie de notre infrastructure. C'était un peu ça à une époque. Maintenant, il y a aussi des mecs, il y a aussi des liquidateurs, il y a aussi des gens un peu plus classiques qui le font d'un point de vue pur intérêt pour eux. Mais il y a aussi ce côté-là à prendre en compte.
Sans parler des audits qui pourraient auditer sans Les dire une audits. faille et l'attaquer derrière. Les audis. Ouais, pas mal comme voiture. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas fait gagner de Bitcoin. Sans non, parler Ah, des- on n'a pas eu la pouvoir TH. terminer là-dessus. Des On n'a Peugeot. pas eu la TH. Ah, On le fait gagner que quand il y a des ATH maintenant, sinon ça part Ah trop bon vite. Non, Ça vous voulez qu'on fasse coûte gagner trop cher, ça. un peu de BTC Bon, on peut faire un petit 50 balles. bah ouais. 50 € de BTC. Payé par Clément. Allez, payé par la maison. Allez, c'est Merci parti. à Muzzo. Qu'à longue Muzzo qui façon. dit, Merci à Mouzo à pour ton Muzzo message. qui dit belle triplette de présentateurs. Vous complétez tous les trois. Et on a aussi Ouais, Mickaël52 qui a dit Thomas, tu es très très beau, je t'aime. Alors, je crois ne pas l'avoir vu dans le chat, ça. Pourtant, on ne l'a pas vu. Oui, ça passe trop vite. Non, je n'ai plus des stabs. Malheureusement, Copernic, j'ai bien pris cher le week-end dernier. Par contre, j'ai vu au tout début un petit Clémence beau gosse. Par contre, j'ai vu. Ah ouais, j'ai vu moi aussi. Ah, Moi, ça doit être lui sous secondaire. c'est moi avec mon téléphone, tu sais. Ou sa mère. Regarde ça spam, ça spam à BTC. table. On n'a rien dit. On n'a On rien n'a dit. rien dit. Il faut spam ETH. Alors, c'est pas BTC, c'est pour l'exclamation Bitcoin. Je viens de l'activer là, c'est pour l'exclamation Bitcoin. Ah, Arrêtez de spammer BTC. Spammer pour l'exclamation Bitcoin. Tout en minuscule, pas d'espace. C'est important. et ne nous spammez pas quand vous avez gagné. Putain, on se fait harceler par le gagnant. Sur Twitter, sur partout. Parce qu'ils ont pas reçu les bitcoins au bout de 3 jours. Tous les jours, il m'envoyait. On l'envoyait hier. Tous les jours, il m'envoyait un message sur la messagerie. Bon, les gars, ils sont Mais où, on les envoie, mais on n'est pas à la pièce. ils sont où mes BTC, les gars? Plus ça baisse, plus c'est rentable pour eux d'attendre. Ils en auront plus. Hein. Bah voilà, on attend que ça donne pour vous les envoyer, on est sympa. Attends, on va remettre ça. Tu veux, On a bien fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. on regarde une petite news et puis après on check le, Ouais. check le giveaway et puis on va Allez. laisser. Petite news, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors au-dessus, remonte. Ah, pas Oh. trop. Attends. Ton mail. Descends encore un peu. FTX 1 milliard. Ouais, Instagram et Le NFT, sol. Instagram et NFT, ça peut être sympa. On va C'est où, ça on va en parler très Instagram, rapidement. NFT, non, 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 En bas à non. droite. En bas à droite. Ah, Alors oui, Mais non. Instagram qui préparerait peut-être, pour l'instant ce ne sont que des suppositions, mais qui serait potentiellement en train de préparer une plateforme de NFT, ou du moins, on ne sait pas, un onglet destiné aux NFT, avec quelque chose. En gros, ils ont fait un espèce de séminaire avec des créateurs pour un peu reprendre discuter avec eux et discuter autour des NFT et de ce que ça pourrait leur apporter, avec beaucoup de créateurs. Et il y a un des créateurs qui a été contacté, qui a communiqué sur Twitter, qu'en gros ça supposerait peut-être qu'il y aurait une plateforme de NFT qui serait en préparation. Ce serait pas étonnant, parce que ils veulent suivre la tendance et les NFT c'est quelque chose qui continue de pousser et c'est toujours aussi enfin l'engouement est toujours aussi important, même s'il y a une petite baisse ces derniers mois. En tout cas, Instagram pourrait prendre position sur ce marché d'ici peu de temps. Ce serait une éventualité. Je sais pas ce que vous en pensez, qu'il y ait des acteurs comme ça qui arrivent, ça va démocratiser énormément la chose. Moi, j'y crois à fond. Moi, C'est possible, hein, on a vu Facebook avec les stablecoins, pourquoi pas Instagram et les NFT finalement? Totalement. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, ils arrivent. Ils arrivent. bon, sinon, Double DCH qui tente, qui retente, c'est lui qui l'a eu la semaine dernière. C'est lui qui m'a spammé, banne-le. On les a envoyés double DCH, hein, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, une news qui va paraître en début d'après-midi que je vais publier, je vais juste en parler 2 petites secondes. Est-ce que tu peux aller, tu peux juste check Charlie Beat Me. Hein? Alors, si vous ne connaissez pas, c'est l'une des vidéos, c'est la vidéo. J'ai pas entendu. Charlie quoi? En anglais, hein, Charlie Beat Me. Mais c'est quoi, c'est une news sur le site? Non, check sur YouTube, la news va apparaître en début d'après, mais je vais en parler là maintenant parce que c'est assez dingue en fait. Charlie Beat My Finger. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Tu parles. Alors, si vous connaissez cette vidéo, elle est assez dingue et c'est la vidéo virale, en tout cas la plus vue de tous les temps, qui a été publiée en 2007. Ouais, voilà, c'est ça. Qui a été publiée en 2017 et qui comptabilise aujourd'hui 880 millions de vues. Donc là, c'est pas l'original que vous voyez, mais pourquoi est-ce que j'en parle ?
C'est parce que la famille a décidé d'en faire un NFT et de le vendre. Et cette vidéo, l'original, a été vendue 760 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte, 760 000 $ pour l'original de cette vidéo-là, quand même. En NFT, du coup, et la famille a du coup supprimé la vidéo originale. Elle est maintenant en non répertorié. On peut encore la trouver, mais elle est en non répertorié. Donc, il ne gagne plus d'argent avec, parce qu'il gagnait bien sûr énormément d'argent avec toutes ces millions de vues. Et voilà, ce monument, en tout cas de la culture internet, ce monument de YouTube est parti à 760 000 $ sous la forme d'un NFT, en partenariat avec Origin Protocol, pour ceux qui connaissent. J'ai cherché mon gosse, je reviens, on nous dit. Après, les gens se demandent pourquoi ce prix. Bon, ça peut s'expliquer quand même, parce que les NFT, c'est justement ça, c'est pouvoir... ça marche très bien pour tout ce qui est dans le web. Tout ce qui est un tweet, une vidéo et tout, on pouvait pas vraiment avoir la propriété ou quoi, maintenant on peut. Alors, oui, voilà, c'est ça exactement. Et celui qui l'a a l'original finalement. Mais quelqu'un qui me dit quel monument, finalement, oui, ça reste un monument d'internet, qu'on le veuille ou non. C'est une vidéo qui a marqué Internet, et d'où l'intérêt qu'il y a avec... il y a autant de fonds qui sont partis pour ça. Et tu as énormément de mèmes comme ça. Tu as Disaster Girl qui est parti pour un $250 000. Ouais. C'est un mème ultra connu aussi. Vous l'avez forcément vu au moins une fois. Elle est là. Et le NFT original a été vendu par la fille elle-même, et il est parti autour de $500 000. Donc oui, c'est vrai que c'est assez dingue. When Harold en même en NFT. On peut bloquer une vidéo si on a le NFT à des actions légales. Je pense que oui, ça doit y avoir. C'est un certificat d'authenticité numérique, donc il y a peut-être quelque chose. Pourquoi Harold monte Disaster Girl? Mais ce qui est compliqué avec Harold, tu vois, c'est que t'as des milliers de photos de lui, et t'as pas une image ou une vidéo qui représente le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est là en fait où le... Oui, bah si, quand même, t'as le plus connu avec le café, là. Oui, t'en as des très connus, mais il y en a pas qu'un seul, tu vois. Oui. On nous dit comment on peut revendiquer la propriété. Bon, après, là, c'est toujours des coups de com' immenses où, par exemple, Disaster Girl, t'as la fille qui est revenue présenter un peu le NFT, tout ça. Donc, tu sais très bien qui lui appartient. Enfin, c'est comme ça que tu revendiques la propriété. Sur Twitter, c'était pareil. Je crois que tu peux, pour le compte, le tweet de Jack Dorsey, je crois que tu peux peut-être connecter, je pense, ton compte Twitter et revendiquer la propriété du NFT ou... En fait, tu vas pas pouvoir interagir avec le compte Twitter de Jack, donc le supprimer ou un truc comme ça si tu veux le supprimer. Mais pour moi, c'est juste pour dire, voilà, je détiens le premier tweet sur la blockchain. Et c'est ce qu'ils veulent, bien sûr, ce qu'ils font ça, les gens, c'est des investissements. Ils pensent qu'ils peuvent le revendre dans très très longtemps, parce que ce sera toujours un monument d'Internet. Ouais. Oui, et on nous dit les influenceurs vont pouvoir bénéficier des NFT pour monétiser leur commu. Mais ouais, c'est le cas. Enfin, par exemple, tu peux prendre un post Instagram, une photo avec des millions de likes, Kim Kardashian par exemple, et elle pourrait le transformer en NFT, et du coup, il y a vraiment une personne qui deviendrait propriétaire de ce moment, de cette photo, avec tous les likes, tout ça. Enfin voilà, ça serait le propriétaire. Pas trop ce que ça peut donner, mais il y a potentiellement des choses. Pas beau le BTC en live. Ah ouais? J'ai coupé mon longueur, alors ça me fait plaisir. Attends, j'ai juste... tiens, on va en profiter, je crois qu'on est descendu. Il vient de perdre $1000 depuis le live. Donc on va voir. Encore. Je vais roll le giveaway. Ouais. Allez. Et on va bientôt... Valentin, il a l'air pressé de partir. Il est pressé, pressé. Laissez-moi, putain, bordel. C'est bon, quoi. Allez, le giveaway. Qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin? Et c'est Fila TV qui gagne les 50 € de BTC. Ça va s'afficher dans le chat. Fila TV. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il est tout le graphe? Bravo à toi. On va te MP. Bravo. Et on va t'envoyer ça dans les quelques jours. Des quelques jours qui suivent. Ne nous spamme pas, ne t'inquiète pas, on te les envoie. GG. Oh, la commu est sympa. Vous avez vu d'ailleurs, dernière petite news là, que AAV a été listé sur eToro. Ouais, j'ai vu. Est-ce que le prix a bougé? Non. Bah, je crois qu'il a bougé un petit coup, mais pas plus que ça. Ouais. Donc c'est Fila TV. C'est noté. Du coup, tu recevras les bitcoins bientôt. Faut savoir que Robin, qui envoie les bitcoins, est un peu un rat. Il met des frais très faibles. Du coup, ça met des fois plusieurs jours à arriver. C'est vrai en plus. C'est véridique. Voilà, vous savez tout. Il met les frais au minimum. Allez spammer Robin sur Twitter désormais et non pas le compte de Cryptost.
Voilà. C'est Robin le fautif. Bon, en tout cas, les gars, c'était cool ce petit live. On a reçu Julien, on a reçu CM. On a Vincent, la vidéo arrive vers midi, 13h normalement. Ne vous en faites pas, Vincenzo arrive. On a eu la question plusieurs fois. Et je crois qu'il est passé d'ailleurs, j'ai complètement zappé, mais il est passé en début de live. Pour lui dire. Mettre un petit message, on l'a vu passer. Un petit message sympa. News Matic le 26 mai. Valentin, un petit mot sur Matic? Écoutez, toujours en pleine forme, le petit Matic, hein, qui a dippé à 75 centimes, si je dis pas de bêtises, même peut-être plus bas, et qui est déjà de retour à 1,70 hier. Et puis là, il y a le staking qui continue à avancer, donc c'est intéressant Matic. Mais moi, je le mint sur Polygon Curve, donc allez faire un tour. Si vous voulez profiter du liquidity mining, puisque Matic est en liquidity mining assez important pendant encore quelques mois et pendant 1 an à peu près même, mais divisé par 2 à partir de l'été, je crois. Donc n'hésitez pas à aller profiter de la DeFi sur Polygon pour gagner un peu de Matic et derrière faire ce que vous voulez avec ce magnifique token qui est très très fort malgré ces baisses répétées, qui baisse un peu moins que les autres et qui, quand ça remonte, ne fait pas semblant. Il a pris 115% hier. Sinon, on nous parle de Solana rapidement. On nous dit, est-ce qu'on peut retirer directement des sols de Binance vers un wallet Solana? Oui, c'est possible. Des sols. Des sols, tu peux. Moi, dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube, je suis passé par FTX parce que je pouvais pas, c'était bloqué les retraits sur Binance. Et après, c'est juste que FTX, c'est un peu mieux niveau interaction avec Solana, parce que tu as vraiment 0 frais. Là, au Binance, je crois que c'est 0,1 sol ou 0,01. Et aussi, il y a FTX, ils gèrent en gros d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux envoyer directement des USDT ou USDC de FTX vers le wallet Solana. Là où sur Binance, tu peux envoyer que des sols. Tu pourras pas envoyer des USDT ou USDC. C'est une petite particularité. Mais en gros, FTX intègre mieux Solana que Binance. C'est pour ça qu'on présente FTX. Mais après, oui, sinon, tu peux les convertir. Tu peux envoyer des sols, en tout cas, il n'y a pas de problème. Galonis qui nous dit si on aura un résumé sur YouTube, oui, ce sera publié sur notre chaîne secondaire très certainement dans l'après-midi ou demain. Tu pourras revoir ça et tu peux revoir le replay sur Twitch également. Salut Nico. Est-ce qu'on a des annonces à faire sur le contenu qu'on va publier dans les semaines qui viennent? Valentin, des podcasts, des vidéos, tutos, tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des grosses choses qui arrivent. Sur tous les fronts. Et en ce qu'on peut dire concernant les podcasts, il y a quelques podcasts rapidement, je crois, avec l'ADAN qui sort dans 2 semaines, qui est l'association effectivement de exactement l'acronyme. Clément, je sais pas si tu l'as en tête ou Thomas. Association de défense actifs numériques. Non, j'ai pas le D, je crois pas que ce soit défense justement. Démocratisation. Alors vas-y Clément qui le fait, qui recherche en live fact-checking, mais qu'on recevra effectivement avec Faustine Fleuret qui est la présidente. Ouais, tiens, on nous dit que association pour le développement, des actifs numériques. Erin qui nous dit que Hugo Décrypte veut parler plus en profondeur des cryptos et qu'on se rapproche de lui. Mais Valentin, c'est ton bro Hugo Décrypte, non? J'ai travaillé avec Hugo effectivement il y a quelques années. Ouais, je sais même pas. On va regarder ça carrément. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a ce week-end un podcast avec Happy Wine. J'avais kiffé ce qu'on a sorti ce week-end avec Karen Pelway dans le chat. Je sais pas si vous l'avez regardé. Elle nous a fait une démo complète. Karen qu'on avait reçue, avec qui on a passé une après-midi de dingue mercredi dernier avec un Bitcoin qui a perdu $10 000 en direct presque. Pendant qu'on était avec elle, on a sorti le podcast sur son parcours et sur comment lire Ishimoku ce week-end. Le week-end prochain, Happy Wine tokeniser ses intérêts dans la DeFi pour les bloquer sur le long terme, les revendre. Et bref, c'est vraiment un nouveau marché qui s'ouvre dans la DeFi. Le week-end d'après, c'est Adan. Week-end encore d'après, a priori, ça sera avec une entreprise nantaise notamment qui fait une application d'identité décentralisée. Qui est très intéressant, surtout avec, je sais pas si vous avez vu tout le bazar suite au reportage de Élise Lucet-Quinche Investigation avec toutes nos données qui sont revendues et tout. Donc dans la foulée de ça, il y aura un petit podcast à ce sujet-là très intéressant. Et ensuite, pour l'instant, le calendrier s'arrête là. On aura un échange avec un avocat sur le crypto-yuan, quel risque, quel avantage et quel avenir. Un beau programme. Et on nous dit exclusifs aussi. Karen de la pub, non, ne pas confondre avec Chantal,
que vous voyez sur les pubs YouTube, ce n'est pas Karen. Non, c'est totalement différent. Ouais. Et on nous dit Karen me fait peur, on dirait ma prof de maths du lycée. J'aurais bien aimé avoir une prof de maths comme ça, perso. Ouais, c'est clair. Karen peut faire peur, mais non, elle est juste passionnée. Merci pour vos messages, en tout cas, ça fait plaisir. Merci à tous. Popcorn aussi pour débattre. Bien. Ouais, carrément. On va les débattre avec Sardoche sur Popcorn Time. Non, Popcorn, je sais plus. C'est ça, c'est Popcorn avec Domingo, ouais, organisé par Domingo. Merci les gars. Et la vidéo de Vincent sort dans 1 heure ou 2. Et du coup, les live séquences, c'est tous les mardis matins. On fait un petit raid. Tous les mardis matins. Non, tous les lundis matins, pardon. Là, on le fait exceptionnellement mardi parce que c'était férié hier. Petit raid, on raid qui? Je regarde, sinon on va l'envoyer chez le poteau Corben, je pense, parce qu'il est en train de travailler sur... ça peut être très intéressant et vous allez lui poser des questions là-dessus. Il travaille sur un ouvrage ou un livre, en tout cas, pour essayer d'expliquer les cryptos à tout le monde. Allez. Et c'est un projet vraiment sympa. Et Corben, voilà, allons chez Corben. Le daron de l'Internet que l'on aime bien raid, en tout cas. On va l'envoyer chez lui. Je crois qu'il est en pause. En tout cas. Je crois qu'il est en pause actuellement, mais il est resté et parler de lui de son projet. Le chef de l'internet, c'est exactement. Ça. Voilà, c'est envoyé. Merci à vous et merci. À jeudi. On se retrouve jeudi à 12h30 pour le Crypto Brunch tous ensemble. Et on va essayer de faire un peu la même chose, mais une petite émission comme ça. Jeudi 12h30 sur Twitch, ouais. C'est ça. Merci, bonne matinée, bonne reprise, bonne semaine. Salut à tous et merci à tous les subs, on en a eu pas mal. Merci à tous les subs, sympa. Hop, allez, ciao. J'envoie le raid, ciao. Ciao. Bye bye.